Je me suis réveillée dans le noir, comme d'habitude. La vieillesse vous enlève beaucoup de choses, mais pas l'habitude de se lever tôt. Des années de pratique juridique m'ont appris à apprécier les heures matinales, quand ma tête est fraîche et mes pensées sont claires. Bien que maintenant, à 78 ans, je n'utilise ce temps que pour m'asseoir avec une tasse de thé et regarder le ciel changer au-dessus de la baie. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est mon anniversaire. Autrefois, c'était une vraie fête, avec des invités bruyants, des cadeaux et un gâteau avec des bougies. Hervé avait toujours des surprises. Cela fait 8 ans qu'il est parti, et il m'arrive encore de me retourner pour lui raconter quelque chose de drôle, avant de me rappeler que je parle au vide. Je suis descendue lentement vers la cuisine, en essayant de ne pas déranger mon genou douloureux. Ma vieille maison craquait, comme si elle aussi souffrait d'arthrite. 2 étages de style Belle Époque, construits à la fin du XIXe siècle, surplombant la baie de Saint-Malo. Les enfants pensent qu'elle est trop grande pour moi toute seule. Ils ont peut-être raison, mais c'est le seul endroit où je me sens vraiment vivante. Je me suis préparé un thé et j'ai sorti mon rituel mensuel, mon billet de loto. Le seul et unique billet que je m'autorise chaque mois, un acte symbolique de protestation contre mon propre passé. Le jeu a failli ruiner ma carrière d'avocate. Je m'étais spécialisée en droit de la famille, aidant les femmes à sortir de relations toxiques. Et la nuit, je dépensais mes honoraires dans les cercles de jeux de Paris. Ironiquement, j'avais besoin du salut même que j'offrais aux autres. Hervé m'a aidé à m'en sortir. Il était ma bouée de sauvetage, la personne qui a cru en moi-même quand je n'y croyais plus. Après sa mort, j'ai continué à acheter un billet de loto par mois, non pas dans l'espoir de gagner, mais comme un rappel d'où je venais et de ce que j'avais réussi à éviter. J'ai soigneusement placé le billet dans la poche de mon gilet et jeté un œil à ma montre. Les enfants avaient promis d'être là pour le dîner. Odile avec son mari Thomas, Gérard probablement avec son petit-fils Axel. Prudence, l'ex-femme de Gérard, ne viendrait pas, bien sûr, depuis le divorce. Elle n'a que peu de contact avec la famille, sauf pour le strict minimum pour le bien d'Axel. C'est dommage, je l'ai toujours bien aimé. J'ai passé la matinée à préparer la maison pour la visite de la famille. Une fine couche de poussière recouvrait les bibliothèques. La preuve que la femme de ménage que mes enfants engagent pour moi vient moins souvent qu'ils ne le pensent. Mais je ne m'en plains pas. Cette petite liberté de surveillance vaut beaucoup. Vers midi, j'avais mis la table dans la salle à manger. Une vieille table en chêne pouvant accueillir 12 personnes, mais qui ne rassemble maintenant que rarement plus de 4 convives. J'ai sorti la belle porcelaine et l'argenterie que je garde pour les grandes occasions. Un anniversaire est une raison suffisante, même si mes enfants ne l'apprécient pas. La sonnette a retenti à 14 heures précises. Odile est toujours ponctuelle. Elle tient ça de moi. Joyeux anniversaire, maman, dit-elle en me serrant dans ses bras. Son parfum, quelque chose de cher et de discret, a rempli le couloir. Thomas, son mari, se tenait maladroitement derrière elle avec un bouquet de roses standards. Il s'est toujours senti mal à l'aise dans cette maison. Bonjour, Marthe. Il a hoché la tête en lui tendant les fleurs. Vous avez l'air en forme. Odile a jeté un coup d'œil dans le couloir et a pincé les lèvres. Tu as encore oublié de mettre le chauffage dans l'aile nord, maman? On t'a dit que les tuyaux pourraient éclater. J'ai souri, résistant à la provocation habituelle. L'aile nord est fermée, ma chérie. Je n'utilise que cette partie de la maison. Avant que je puisse finir ma phrase, une autre voiture s'est garée. Gérard était toujours en retard, même pour son propre mariage. Je me souviens de Prudence, debout devant l'hôtel, essayant de garder sa dignité pendant que mon fils arrivait en courant dans l'allée, essoufflé, avec 17 minutes de retard. C'était un signe que nous avions tous ignoré. Gérard est sorti de la voiture, suivi par Axel. Mon petit-fils était devenu grand et large d'épaules, avec les cheveux sombres de son père et le menton obstiné de sa mère. Son visage était maintenant clairement agacé, probablement parce qu'il devait passer son dimanche avec sa grand-mère au lieu de ses amis. « Mamie !» Gérard a esquissé un sourire, me serrant un peu plus fort que nécessaire. Il sentait l'eau de toilette et une légère odeur de whisky. 78 ans, hein? Qui l'eût cru? Tu tiens encore drôlement bien la route. Axel s'est avancé à contre-cœur lorsque son père l'a poussé vers la porte. « Salut mamie !» marmonna-t-il en regardant par-dessus mon épaule. « Bonjour Axel !» ai-je répondu en essayant de croiser son regard. « Je suis contente que tu aies pu venir. » Il a haussé les épaules et s'est glissé derrière moi dans la maison, les yeux rivés sur son téléphone.
L'atmosphère à table était tendue, comme elle l'avait été ces dernières années. Odile parlait de son travail à la clinique de désintoxication. Thomas hochait la tête sans lever les yeux de son assiette. Gérard interrompait sa sœur avec des récits de ses succès professionnels, et Axel était assis la tête plongée dans son téléphone, grognant de temps en temps en réponse à des questions directes. « Comment ça va à la fac, Axel ?» ai-je demandé en servant le thé. « Tu as décidé ce que tu voulais étudier ?» Il a levé les yeux de son écran avec un effort visible. « Ça va. Pas encore. Tu devrais peut-être commencer à y penser, » ai-je continué. « À ton âge. À ton âge, je travaillais à 2 emplois, » a interrompu Gérard en remplissant son verre de vin pour la 3e fois. « Mais les temps ont changé, n'est-ce pas, fiston ? De nos jours, les jeunes peuvent se permettre de prendre leur temps pour trouver leur vocation. » J'ai remarqué qu'Axel se crispait. « Je sais ce que je veux, papa, dit-il. Mais je ne vais pas en discuter autour d'un thé et d'un gâteau. » En parlant de ça, intervint Odile en jetant un regard d'avertissement à son frère et à son neveu. « Maman, nous voulions te parler de quelque chose d'important. » J'ai senti mes muscles se tendre. Je connaissais bien ce ton depuis ma pratique du droit. C'était ainsi que les gens parlaient lorsqu'ils s'apprêtaient à dire quelque chose de désagréable, mais en essayant de le faire paraître bienveillant. « Je t'écoute, ma chérie, » ai-je répondu en sirotant mon thé. « Gérard et moi avons discuté de ta situation, » a commencé Odile en choisissant ses mots. « Cette maison est trop grande pour toi. Tu y vis seule, tu refuses toute aide et tu as 78 ans. Nous sommes inquiets. Très inquiets, » a renchéri Gérard. « Et en plus, ce quartier devient de plus en plus cher. La maison pourrait se vendre à un bon prix. » « Et où irais-je » ai-je demandé sans détour, en regardant mes enfants. Odile et Gérard ont échangé un regard. « Il y a un endroit merveilleux, » a poursuivi Odile, « qui s'appelle la Chênaie Dorée. Ce n'est pas une maison de retraite, mais plutôt une résidence-service pour seniors actifs. Tu auras ton propre appartement, mais avec un accès à des soins médicaux, des activités sociales. Avec d'autres vieilles personnes comme moi, » ai-je ricané. « Maman, ne commence pas, » a soupiré Gérard. « Nous pensons à ton bien. Cette maison est un souci constant. Le toit fuit, l'électricité est vieille, les factures de chauffage sont élevées en hiver. Et en plus, » a ajouté Odile, « une partie de l'argent de la vente pourrait aller sur un compte pour Axel et Sibylle. Tu as toujours dit que tu voulais assurer l'avenir de tes petits-enfants. Voici ta chance. » J'ai regardé Axel, qui avait levé les yeux de son téléphone et montrait pour la première fois de l'intérêt pour la conversation. « Je veux assurer leur avenir, » dis-je lentement. « Mais je ne suis pas sûre que vendre la maison soit la meilleure façon de le faire. Après tout, c'est ma maison, et je suis encore parfaitement capable d'y vivre. » « Maman, sois réaliste, » a froncé les sourcils Odile. « Tu ne rajeunis pas. Et si tu tombais dans les escaliers ? S'il y avait un incendie à cause de la vieille installation électrique ? Et si une météorite me tombait dessus ? Ai-je contré. Je ne vais pas vendre la maison et déménager dans une résidence pour seniors juste parce que vous êtes impatient de toucher votre part de l'héritage. » Un lourd silence est tombé. Odile a pâli, Gérard a rougi et Thomas a fixé son assiette encore plus intensément. « C'est exactement pour ça que nous sommes inquiets, » a finalement dit Odile. « Tu deviens méfiante et irritable. Ce sont des signes de démence sénile ? » J'ai senti la colère monter en moi. J'ai été avocate pendant 35 ans, Odile. Je sais très bien à quoi ressemble la manipulation. « Il n'y a pas de manipulation, » s'est exclamé Gérard. « Mon Dieu, maman, pourquoi est-ce que c'est toujours si difficile avec toi ? On essaie de t'aider. »« Il est temps de grandir, » dis-je en m'adressant plus à Axel qu'à Gérard. « Vous tous. Les adultes résolvent les problèmes. Ils n'attendent pas l'argent facile de la vente de la maison de leur grand-mère. » La tête d'Axel s'est relevée d'un coup, son visage tordu par la colère. « Qui êtes-vous pour me parler de grandir ?» a-t-il lâché. « Vous êtes assis ici dans votre musée, à vous accrocher au passé, et vous nous faites la morale. »« Axel !» l'a réprimandé Odile, mais c'était trop tard. « Non, laisse-la m'entendre. » Axel a bondi, renversant sa chaise. « C'est toujours la même chose, à ton âge, Axel. Il est temps de grandir, Axel. » Et vous alors ? Vous avez troqué votre carrière pour cette vieille bicoque et maintenant vous pensez pouvoir donner des leçons à tout le monde. Je me suis levée lentement, en m'appuyant sur la table. Je pense que nous devons tous nous calmer,
dis-je d'une voix égale, mes années au tribunal n'ayant pas été vaines. C'est mon anniversaire, et je ne veux pas. Au diable votre anniversaire! A crié Axel en faisant un pas vers moi. Personne ne voulait venir ici. Vous croyez qu'on aime faire semblant d'être une famille heureuse? Ça suffit. Je me suis redressée, le regardant dans les yeux. Je comprends que tu sois contrarié, mais ce n'est pas une raison. Je me souviens de ce qui s'est passé ensuite comme au ralenti. Axel s'est élancé, sa main me poussant si fort que j'ai perdu l'équilibre. Pendant un instant, j'ai vacillé au bord du gouffre, puis j'ai basculé en arrière, sentant le monde tourner. La dernière chose que j'ai vue avant l'impact, c'est le visage effrayé d'Axel, comme s'il ne s'attendait pas lui-même à aller si loin. La douleur n'est pas venue tout de suite. Au début, il n'y avait que le vide et une étrange sensation d'apesanteur. Puis j'ai senti le froid du mur et la chaleur se répandre à l'arrière de ma tête. Des taches sombres dansaient devant mes yeux. « Maman !» La voix d'Odile semblait venir de loin. « Est-ce que ça va ?» J'ai cligné des yeux, essayant de faire le point. Gérard m'a aidé à m'asseoir, son visage pâle. « Bordel, Axel, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il sifflé. Axel se tenait à l'écart, sa colère remplacée par la confusion. « Je ne voulais pas. Elle m'a provoqué. »« Ça va, Marthe ?» a demandé Thomas, prenant l'initiative pour la première fois de la journée. « On appelle une ambulance ?»« Non, ça va, » dis-je en me relevant avec l'aide de Gérard. La pièce tournait légèrement, mais je n'allais montrer aucune faiblesse. « J'ai juste une contusion. Rien de grave. »« Vous voyez, tout va bien, » a tenté de sourire Axel, mais c'est sorti piteusement. « Mamie est solide. Faut pas dramatiser. »« Ne dramatise pas, maman, » a ajouté Odile, bien que sa voix tremblât. C'était juste une chute malencontreuse. Tu sais bien qu'Axel ne le pensait pas. J'ai regardé ma fille, essayant de déterminer si elle était sérieuse. Mon propre petit-fils venait de me pousser si fort que je m'étais cogné la tête contre le mur, et ma fille me disait de ne pas en faire toute une histoire. « Bien sûr, » dis-je, sentant quelque chose de froid et de dur se former en moi. « Je comprends. »« Écoute, mamie, je suis désolée, » a marmonné Axel sans me regarder dans les yeux. « Je me suis emportée. »« Tu l'as provoqué, » a soupiré Gérard. « C'est juste un adolescent, maman. Tu ne peux pas lui mettre autant de pression. »« Il a 19 ans, Gérard, » ai-je fait remarquer, « ce n'est plus un adolescent. » Tu vois, elle recommence. Le reste de la fête s'est déroulé dans un silence tendu. Odile a insisté pour que je m'allonge pendant qu'elle débarrassait la table. Thomas se tenait maladroitement à proximité, ne sachant comment aider. Gérard a pris Axel à part et lui a chuchoté quelque chose, mais sans grand enthousiasme. J'ai entendu des bribes de phrases. « Tu ne peux pas réagir comme ça » et « c'est juste une vieille femme ». Ils sont partis plus tôt que prévu. Odile a laissé des boîtes de nourriture dans le réfrigérateur et un mot avec le numéro de téléphone de leur médecin de famille, au cas où. Gérard a promis de passer la semaine prochaine pour continuer la conversation sur la maison. Axel a évité de me regarder dans les yeux, me disant un rapide au revoir et se précipitant dehors le premier. Quand les voitures ont disparu au coin de la rue, je me suis lentement affalée sur une chaise sur la véranda. Ma tête tournait et le poignet que j'avais instinctivement utilisé pour amortir ma chute commençait à me faire mal. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la prise de conscience de ce qui venait de se passer. Mon propre petit-fils m'avait frappé le jour de mon anniversaire, et ma famille avait ignoré le fait. Depuis combien d'années leur avais-je permis de me traiter comme un fardeau? Combien de fois avais-je cédé pour maintenir la paix dans la famille? Après la mort d'Hervé, j'ai pensé que ma place était d'être une gentille grand-mère qui ne causait pas de problème. Mais qu'est-ce que cela m'avait apporté? L'humiliation dans ma propre maison. J'ai fermé les yeux, sentant des larmes couler sur mes joues, non pas de douleur, mais de la prise de conscience amère que mes enfants étaient devenus des étrangers, que mon petit-fils pensait qu'il était normal de pousser une femme de 78 ans. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, perdue dans mes sombres pensées. J'ai été tirée de ma torpeur par le bruit d'un véhicule de la poste qui passait. Surmontant la douleur, je suis descendue les marches de la véranda et me suis dirigée vers la boîte aux lettres au bord de la route. Parmi les prospectus publicitaires et les factures se trouvait une lettre officielle de la Loterie nationale. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants, m'attendant à voir le message standard « Malheureusement, votre billet n'a pas gagné ». Au lieu de cela, j'ai été accueillie par les mots « Félicitations, vous avez gagné 250 000 €.
J'ai relu la lettre 3 fois, incapable d'en croire mes yeux. Le numéro du billet correspondait à celui qui se trouvait dans la poche de mon gilet. Ce n'était pas une erreur. J'avais vraiment gagné. Un rire amer m'a échappé. Quelle ironie! Des années de lutte contre le jeu, des années de maîtrise de soi, et voilà, un gain dont je n'avais jamais osé rêver. Le jour même où ma famille a montré son vrai visage. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai cachée dans ma poche intérieure. Personne ne devait savoir. Pas encore. Je suis retournée lentement à la maison, chaque pas résonnant dans ma tête et mon poignet. Mais il y avait quelque chose de salutaire dans la douleur, quelque chose qui m'aidait à voir la situation plus clairement que jamais. Ils veulent que je vende la maison et que je finisse tranquillement mes jours à la Chênaie Dorée, en leur donnant une partie de l'argent de la vente pour le compte de leurs enfants. Eh bien, j'ai un autre plan. Un plan qui nécessitera toute ma connaissance du droit et toute ma ruse. Moi, Marthe Leclerc, j'ai gagné au loto le jour de mes 78 ans. Mais ce n'était pas le seul billet gagnant que j'avais entre les mains aujourd'hui. J'ai reçu un autre billet, un billet pour la liberté, loin des fausses obligations et de la fausse sollicitude. Il était temps de l'utiliser à bon escient. Le lendemain de mon anniversaire m'a accueilli avec une douleur lancinante à l'arrière de la tête et des nausées. J'ai tourné difficilement la tête sur l'oreiller et j'ai vu qu'il pleuvait. Une pluie fine et grise, sans fin, comme si le ciel pleurait la veille. J'ai essayé de m'asseoir, mais la pièce a tourné et la nausée est montée dans ma gorge. Commotion cérébrale. J'avais vécu assez longtemps pour en reconnaître les symptômes. Mon poignet gauche était enflé et avait pris une teinte bleu-violet désagréable. Chaque mouvement s'accompagnait d'une douleur aiguë. Peut-être était-il fissuré, voire cassé. Ne dramatise pas. La voix d'Odile a résonné dans ma tête. Je me suis levée lentement, surmontant le vertige, et j'ai boité jusqu'à la salle de bain. Le miroir reflétait mon visage pâle avec un bleu sur la pommette. Apparemment, je ne m'étais pas seulement cogné l'arrière de la tête. Mes cheveux argentés, habituellement bien coiffés, ressemblaient maintenant à un nid de corbeau. Ma première pensée a été d'appeler les enfants. Ils devaient voir ce qu'Axel avait vraiment fait. Mais ma main s'est figée au-dessus du téléphone. Et s'ils disaient encore que j'exagérais? Que c'était de ma faute? Que c'était juste une chute malencontreuse? Non. Cette fois, je ferai les choses différemment. Je suis descendue péniblement jusqu'à la cuisine et me suis versé de l'eau. Chaque gorgée était difficile. Ma gorge semblait serrée par la douleur à la tête. J'ai pris un analgésique dans l'armoire, je l'ai avalé et je me suis lentement affalée sur une chaise. Le billet de loto était posé sur la table, là où je l'avais laissé hier. 250 000 €, une somme qui pourrait changer ma vie et celle de mes enfants et petits-enfants, s'ils m'avaient traité avec respect. Mais ils ne le méritaient pas. Pas maintenant. J'ai caché la lettre dans un vieux livre de cuisine que personne d'autre que moi n'avait jamais ouvert. Si l'un des enfants se présentait, il ne devait rien soupçonner. J'ai passé 3 jours dans un état second. La douleur allait et venait. Je pouvais à peine me déplacer dans la maison, m'accrochant au mur et aux meubles. Je ne mangeais que lorsque mon estomac commençait à protester par des crampes de faim. Odile a appelé 2 fois, brièvement, entre 2 réunions de travail. Je lui ai dit que tout allait bien, que j'étais juste un peu fatiguée après la fête. Elle n'a même pas remarqué le changement dans ma voix. Gérard n'a pas appelé une seule fois. Le 4e jour, je me suis sentie un peu mieux. Le vertige s'était calmé, même si mon poignet me faisait encore mal à chaque mouvement. J'ai décidé qu'il était temps de voir un médecin. Pas le médecin de famille d'Odile, dont elle m'avait laissé le numéro, mais le mien, le docteur Brun, qui me connaissait depuis plus de 20 ans. J'ai appelé un taxi pour son cabinet dans la ville voisine. Il y avait moins de chances de croiser des connaissances qui pourraient raconter ma visite aux enfants. « Marthe, que vous est-il arrivé ?» a froncé les sourcils le docteur Brun dès que je suis entrée dans son cabinet. Petit, avec une barbe grise soignée, il m'a toujours rappelé un gentil gnome de conte de fées. « Je suis mal tombée », ai-je répondu, en essayant de garder une voix stable. Il m'a jeté un regard sceptique, mais n'a pas posé d'autres questions. Après m'avoir examiné et avoir fait une radio, son expression est devenue encore plus sérieuse. « Vous avez une commotion cérébrale modérée et une fracture du radius, dit-il en me montrant les clichés. Vous avez de la chance qu'il n'y ait pas d'hémorragie intracrânienne. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 4 jours. Et vous ne venez que maintenant. Sa voix était réprobatrice. Marthe, à votre âge, des blessures comme celle-ci sont très dangereuses. Il vous faut du repos au lit,
une attelle au poignet et des médicaments réguliers. Et quelqu'un doit être avec vous, au moins au début. Je peux me débrouiller seul, dis-je fermement. Vos enfants peuvent aider, a-t-il marqué une pause, comme s'il réfléchissait. Ou bien l'un d'eux est-il la cause de la blessure? J'ai tressailli. Au fil des ans, le docteur Brun avait appris à reconnaître les signes de violence domestique, tout comme moi en mon temps. Pas les enfants, ai-je répondu doucement. Mon petit-fils. Mais il ne voit pas ça comme un problème. Le docteur Brun a soupiré profondément et a enlevé ses lunettes, les essuyant avec une serviette. Un geste qu'il faisait toujours lorsqu'il était troublé. Marthe, je vous connais depuis de nombreuses années. Vous avez toujours été une femme forte, qui aidait les autres. Maintenant, il est peut-être temps de vous aider vous-même. Il m'a posé un bandage léger au poignet, a rédigé une ordonnance et m'a donné des instructions strictes sur ce qu'il fallait faire. J'ai promis de les suivre, bien que nous sachions tous les deux que le repos complet au lit était impossible dans ma situation. De retour à la maison, je me suis installée sur le canapé du salon, avec une couverture et mes pilules sur la table de chevet. La télé marmonnait quelque chose en arrière-plan, mais je n'écoutais pas. Mes pensées tournaient autour des mots du docteur Brun. Il est temps de vous aider vous-même. Au cours de mes 35 années d'avocate, j'avais vu des centaines de femmes dans des relations toxiques. Je les avais aidées à s'échapper, à défendre leurs droits, à commencer une nouvelle vie. Mais je n'étais pas meilleure qu'elles. J'avais permis à mes propres enfants de me transformer en une vieille femme silencieuse dont l'opinion ne comptait pour rien. Le lendemain matin, me sentant un peu mieux, je suis montée dans mon bureau. Des années de pratique avaient laissé derrière elles des montagnes de papiers et de dossiers que je ne m'étais jamais résolue à jeter après ma retraite. De vieilles affaires, des notes, des extraits de loi. Tout cela était stocké dans des armoires et des tiroirs, prenant la poussière. J'ai ouvert l'un des albums photos rangés sur l'étagère du haut. La première photo était de moi, jeune, dans un tailleur strict, avec un sourire confiant, debout sur les marches du palais de justice. À côté de moi, Hervé, si beau dans son uniforme d'huissier de justice. Nous nous étions rencontrés là, dans les couloirs de la justice. La photo suivante était celle de ma première affaire de divorce que j'avais gagnée seule, pour une femme dont le mari était un homme d'affaires bien connu de la ville. Tout le monde pensait que l'affaire était sans espoir. Il avait des relations, de l'argent, les meilleurs avocats. Mais j'ai trouvé des preuves d'années de violence psychologique et j'ai gagné non seulement un divorce, mais aussi une compensation. J'ai tourné les pages et ma vie a défilé devant mes yeux. Me voici avec mes collègues au cabinet d'avocats. Me voici à une conférence sur les droits des femmes, donnant une présentation. Me voici avec ma fille adolescente, Odile, à une fête de l'école. J'avais pris un jour de congé spécialement, même si j'avais une audience importante ce jour-là. Ces photos me rappelaient qui j'étais, forte, déterminée, n'ayant pas peur de défendre ce qui était juste. Qu'est-il arrivé à cette femme ? Où est-elle partie? J'ai trouvé un autre album, consacré à l'époque où mes enfants étaient petits. Odile avec des nattes, Gérard avec ses genoux perpétuellement écorchés. Hervé et moi en pique-nique. Les enfants qui courent partout. Des moments heureux, insouciants. Étions-nous vraiment heureux, ou était-ce juste un masque pour les photos? Je me suis souvenu des longues heures au travail, de l'épuisement constant, de la culpabilité que je ressentais envers mes enfants de ne pas pouvoir passer assez de temps avec eux. C'est peut-être pour ça qu'ils me traitent de manière si consumériste maintenant. Non. Je ne vais pas me permettre de les blâmer pour leur choix. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être une bonne mère. J'ai travaillé, subvenu à leurs besoins, les ai soutenus. Les personnes qu'ils sont devenus sont le résultat de leurs propres décisions. Parmi les papiers, j'ai trouvé un vieux dossier d'une affaire de violence domestique. Une femme dont le fils avait commencé à lever la main sur elle après la mort de son père. Un cas classique. L'héritier croit qu'il peut disposer des biens et de la vie de sa mère. Je l'ai aidé à se défendre, à obtenir une ordonnance restrictive et à faire réviser le testament. Toute ma vie, j'ai protégé d'autres femmes de la violence. Mais je n'ai pas pu me protéger de ma propre famille. Pas de violence physique jusqu'à hier, mais de la violence émotionnelle, certainement. Pendant des années, ils m'ont traité comme une nuisance, comme quelque chose qu'il fallait gérer. Le soir, me sentant épuisé mais l'esprit clair, j'ai allumé mon ordinateur. Hervé avait insisté pour l'acheter peu avant sa mort, estimant que je devais rester au fait de l'actualité. Au début, j'ai résisté, mais avec le temps, j'ai apprécié la possibilité de rester connecté au monde sans quitter ma maison. J'ai tapé « Forum pour personnes âgées » dans un moteur de recherche et j'ai trouvé plusieurs options.
L'une d'entre elles a attiré mon attention, les Fils d'Argent, une communauté pour les plus de 65 ans. Je me suis inscrite sous le nom de Marthe C. et j'ai commencé à parcourir les sujets. On y discutait de tout, des problèmes de santé aux recettes de cuisine, des voyages aux relations avec les enfants. Ce dernier sujet a particulièrement attiré mon attention. J'ai lu plusieurs histoires qui ressemblaient étrangement à la mienne. Des parents âgés dont les enfants ne les voient que comme un fardeau ou une source d'héritage. Beaucoup parlaient de la pression pour vendre leur maison, déménager en maison de retraite et renoncer à leur indépendance. Un commentaire en particulier m'a frappé. Un utilisateur surnommé « le vieux loup de mer » a écrit « Souvenez-vous que votre vie vous appartient, pas à vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre confort et votre bonheur pour leur commodité ou leur cupidité. Fixez des limites et tenez-vous Y. » J'ai écrit une réponse, décrivant brièvement ma situation, sans mentionner de détails comme le gain au loto. J'ai simplement parlé de la pression de mes enfants et de la façon dont mon petit-fils m'avait poussé lors d'une dispute, ce que ma famille avait ignoré. Ne m'attendant pas à une réponse rapide, j'ai été surprise de recevoir un message privé du vieux loup de mer presque immédiatement. « Bonjour Marthe. J'ai lu votre histoire et je ne pouvais pas l'ignorer. Ce qui vous est arrivé est inacceptable. Je suis passée par quelque chose de similaire avec ma fille et mon gendre, et je sais combien il est important de ne pas baisser les bras maintenant. Si vous voulez parler, je suis là. » J'ai répondu, et une conversation a commencé. Le vieux loup de mer s'est avéré être un propriétaire de 80 ans d'un magasin d'articles de pêche dans une ville balnéaire du Maine, non loin de Saint-Malo, veuf comme moi, avec 2 enfants et 4 petits-enfants. Il y a 3 ans, sa fille et son gendre avaient tenté de le faire déclarer inapte par un tribunal pour prendre le contrôle de son entreprise. Il a gagné le procès, mais la relation a été irrémédiablement endommagée. « Vous savez ce qui a été le plus dur ?» a-t-il écrit. Pas le procès en lui-même. C'était de réaliser que mon propre enfant me voyait non pas comme une personne, mais comme un obstacle pour obtenir de l'argent. Mais j'ai appris à vivre avec. J'ai même trouvé une nouvelle famille, des amis, des voisins, même des clients de mon magasin. Des gens qui me voient comme un être humain, pas comme un portefeuille ou un fardeau. Nous avons correspondu jusque tard dans la nuit. Je lui ai parlé de ma carrière d'avocate, de mes problèmes de jeu dans le passé, de la façon dont j'avais progressivement perdu ma voix dans ma propre famille. Il était un auditeur attentif et donnait des conseils sages, sans le ton condescendant que j'avais si souvent entendu de la part de mes enfants. Avant d'éteindre l'ordinateur, j'ai pris une décision. Il était temps de reprendre le contrôle de ma vie, et la première étape serait de réviser mon testament. Le lendemain matin, surmontant la douleur et la faiblesse, j'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. 3 sonneries, et une voix familière a répondu. « Cabinet Fournier, j'écoute. » « Jean-Louis, c'est Marthe Leclerc, » dis-je, surprise de la formalité de mon ton. Nous avions été autrefois plus que des collègues. Nous avions été des amis proches. Il y a eu une pause, puis sa voix s'est réchauffée. « Marthe, ça fait une éternité. Comment vas-tu ? » « J'ai connu des jours meilleurs, » ai-je répondu. « Honnêtement, j'ai besoin de ton aide. » Jean-Louis, une aide professionnelle. Il s'est passé quelque chose. Je dois changer mon testament. Complètement. Et ça doit rester confidentiel, surtout vis-à-vis de mes enfants. Une autre pause. Jean-Louis Fournier n'était pas seulement un bon avocat. C'était un homme perspicace qui savait lire entre les lignes. « Je comprends », a-t-il finalement dit. « Peux-tu venir à mon bureau ? » « Pas tout de suite, » dis-je en regardant mon poignet dans son attelle. « J'ai eu un petit accident. Peut-être pourrais-tu venir chez moi, si ce n'est pas trop te demander ? » « Jamais, » dit-il avec un sourire dans la voix. « Demain vers 11 heures, ça te va ? » « Je t'attendrai. » J'ai hésité. Et « Jean-Louis, merci. » « Ne me remercie pas avant d'avoir vu ma facture, » a-t-il plaisanté, mais il a ajouté plus sérieusement. « Quoi qu'il arrive, Marthe, souviens-toi que tu n'es pas seule. » Quand j'ai raccroché, j'ai senti une bouffée d'énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Un plan a commencé à se former dans ma tête. Pas seulement une vengeance, mais une justice. La reprise du contrôle de ma propre vie. J'ai rouvert mon ordinateur et j'ai écrit au vieux loup de mer « Bonjour. Merci de m'avoir parlé hier. Cela m'a aidé à prendre une décision importante. Je vais contacter mon ancien collègue, un avocat, et changer mon testament. Ce n'est que la première étape, mais elle est importante. » La réponse est arrivée presque immédiatement.
Heureux de l'entendre, Marthe. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire, surtout quand les autres ne veulent pas prendre soin de vous. Tiens-moi au courant, si tu veux. J'ai souri à l'écran. C'était étrange de trouver du soutien auprès d'un inconnu sur Internet, mais en ce moment, j'étais reconnaissante de toute ma amie. Mon regard est tombé sur une photo encadrée sur la table. Moi et Hervé sur la véranda de cette maison, le jour où nous l'avons achetée, il y a 30 ans. Nous étions tous les deux rayonnants de bonheur, nous tenant la main comme des adolescents. Je me suis souvenu de ce qu'il avait dit à l'époque. Ce sera notre forteresse, Marthe. Un endroit où nous serons toujours en sécurité. Maintenant, cette forteresse était menacée. Mais je n'allais pas abandonner sans me battre. J'ai rouvert le livre de cuisine et j'ai sorti la lettre gagnante. 250 000 €. Pas une fortune selon les normes actuelles, mais assez pour me donner la liberté. La liberté du chantage et de la manipulation de mes enfants. Demain, Jean-Louis viendrait, et nous commencerions le processus. Ce serait le premier pas vers le rétablissement non seulement de ma santé physique, mais aussi de ma dignité et de mon indépendance. Moi, Marthe Leclerc, j'ai vécu 78 ans, et je n'ai pas l'intention de passer le reste de ma vie à complaire à des gens qui ne me voient que comme un fardeau ou un portefeuille. Même si ces gens sont ma propre chair et mon propre sang. Le temps de la douleur est révolu. Le temps de la lucidité est venu. La visite de Jean-Louis s'est mieux passée que je ne l'espérais. Malgré les années que nous avions passées séparés, nous avons rapidement retrouvé un terrain d'entente, comme si nous ne nous étions jamais perdus de vue. Jean-Louis n'avait pas beaucoup changé. Toujours en forme, l'esprit vif, avec une lueur malicieuse dans les yeux. Bien que ses cheveux fussent complètement gris et qu'il eût plus de rides. « Alors, ton petit-fils t'a poussé ?» a-t-il demandé en parcourant les documents que j'avais préparés. « Oui, et personne n'a pris ma défense », ai-je soupiré. « Tu peux croire qu'Odile m'a dit de ne pas dramatiser. » « Je n'ai plus aucune foi en l'humanité depuis des années », a marmonné Jean-Louis en prenant des notes dans son carnet. « Et pour le gain, es-tu sûr de vouloir le cacher à ta famille ?»« Absolument », ai-je hoché la tête. « Du moins pour l'instant. S'ils apprennent que j'ai de l'argent, soit ils augmenteront la pression pour vendre la maison, soit ils commenceront à demander des prêts qu'ils ne rembourseront jamais. » Jean-Louis a fait une pause, tapotant son stylo sur la table. C'était une habitude qu'il avait gardée depuis l'époque où nous travaillions ensemble sur des cas difficiles. « Tu te rends bien compte qu'ils finiront par le savoir », a-t-il finalement dit. « Oui, mais à mes conditions, et en mon temps. » Nous avons rédigé un Nouveau Testament dans lequel la plupart de mes biens, y compris la maison, allaient à une fondation caritative pour les femmes victimes de violences domestiques. Odile et Gérard se voyaient laisser des sommes symboliques, et ma petite-fille Sibylle recevait un petit héritage qu'elle toucherait à ses 25 ans. Axel n'obtenait rien. « Tu es sûr pour Axel ?» a demandé Jean-Louis. « Cela pourrait provoquer un conflit sérieux après ce qui s'est passé. »« Oui, j'en suis sûr », ai-je répondu fermement. Nous avons également discuté de la meilleure façon de disposer des gains. Jean-Louis a suggéré d'ouvrir un compte dans une autre banque, pas celle que j'utilisais habituellement, pour réduire les chances que l'un des enfants découvre accidentellement l'argent. « Comment comptes-tu utiliser l'argent ?» a-t-il demandé lorsque nous avons terminé avec les formalités. J'ai hésité. L'idée qui s'était formée dans ma tête était encore brute et vague. « Il y a une femme qui mérite d'être aidée, » dis-je prudemment. « Mais je dois d'abord lui parler. » Jean-Louis a hoché la tête, compréhensif, sans poser d'autres questions. Cela avait toujours été l'une de ses meilleures qualités, sa capacité à respecter les limites personnelles des autres. Après son départ, j'ai continué à réfléchir à mon plan. Je devais agir avec prudence, sans éveiller les soupçons de ma famille. Une stratégie a commencé à se dessiner. Je jouerais le rôle d'une vieille femme brisée, vaincue, prête à céder à la pression de ses enfants. Cela les endormirait dans un faux sentiment de sécurité et me donnerait le temps de manœuvrer. Le jour même, Odile a appelé pour dire qu'elle viendrait me rendre visite le week-end. J'étais presque complètement rétablie. Les maux de tête étaient moins fréquents et, bien que mon poignet me fît encore mal, je pouvais le bouger sans douleur aiguë. Cependant, j'ai décidé de ne pas le montrer. Quand Odile est arrivée avec Thomas et Sibylle le samedi, je les ai accueillis en robe de chambre, avec un châle jeté sur mes épaules, en me voûtant délibérément et en m'appuyant sur une canne que je n'utilisais habituellement que par très mauvais temps. « Mère !» s'est exclamée Odile en entrant dans le salon et en me voyant. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade ? » « Je me sens juste un peu faible après ma chute, ai-je répondu d'une voix faible que je reconnaissais à peine.
Ce n'est rien de grave, ma chérie. C'est juste l'âge qui me rattrape. Odile a échangé un regard inquiet avec Thomas, qui se tenait maladroitement à la porte. Tu as été voir un médecin ? A-t-elle demandé en s'approchant et en examinant le bleu sur ma joue, qui commençait déjà à jaunir. Non, pourquoi ? J'ai souri impuissante. J'ai juste besoin de temps pour me remettre. Sibylle, ma petite fille de 17 ans, se tenait à distance, m'étudiant avec une attention inhabituelle. Contrairement à son cousin Axel, elle avait toujours été une fille calme et observatrice. J'ai remarqué que son regard glissait sur mon poignet bandé, puis sur le bleu sur mon visage, et qu'elle fronçait les sourcils comme si elle calculait quelque chose dans sa tête. « Maman, ça a l'air plus sérieux qu'une simple chute », a dit Odile en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. « Peut-être que tu devrais voir le docteur Gates. » Ne le dérangeons pas, ai-je fait une pause, puis j'ai ajouté avec une dose soigneusement mesurée d'humilité. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que toi et Gérard disiez. Peut-être que vous avez raison pour la maison. Elle est vraiment trop grande pour moi. Odile s'est figée, incapable d'en croire ses oreilles. Nous savions toutes les deux avec quelle obstination j'avais résisté à l'idée de vendre la maison par le passé. Vraiment. Sa voix était remplie de surprise, mêlée d'un triomphe mal dissimulé. Qu'est-ce qui a changé d'avis ? La chute m'a fait réfléchir, ai-je soupiré, ressemblant à une femme qui avait accepté l'inévitable. Et si personne n'est là la prochaine fois ? Je pourrais rester là pendant des heures avant que quelqu'un ne me trouve. Exactement, s'est animé Odile. Je te le dis depuis des années. À la Chênaie Dorée, tu auras un bouton d'urgence en cas de chute. Une infirmière à proximité. Mais je ne suis pas encore prête à prendre une décision finale, l'ai-je interrompu. J'ai besoin de temps pour m'habituer à l'idée de déménager. Et bien sûr, voir l'endroit par moi-même. Bien sûr, a hoché la tête Odile, ne cachant pas son soulagement. On peut y aller dès que tu te sentiras mieux. C'est très confortable. Tu vas aimer. Thomas, qui était resté silencieux tout ce temps, est finalement intervenu. Et Axel ? Il s'est excusé auprès de toi ? J'ai remarqué qu'Odile se crispait. Apparemment, ce sujet n'avait pas été discuté dans leur famille depuis l'incident. Ce n'est pas grave, ai-je fait un geste de la main. Il est jeune et impétueux. Je l'ai provoqué avec mes commentaires. Non, a dit Sibylle de manière inattendue, fermement, parlant pour la première fois. Ce n'est pas juste. Axel n'aurait pas dû faire ça, peu importe ce que tu as dit. Odile s'est tournée vers sa fille, clairement agacée. Sibylle, ne te mêle pas des conversations d'adultes. 17 ans, c'est assez vieux pour avoir une opinion, ai-je répondu, sortant légèrement de mon rôle de vieille femme faible. Sibylle m'a regardée avec reconnaissance. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose de ma jeunesse en elle. La même obstination, la même détermination à défendre ce qui était juste. Quoi qu'il en soit, Odile voulait clairement changer de sujet. Je suis contente que tu commences à penser plus pratiquement, maman. C'est un bon signe. Le reste de leur visite s'est déroulé à discuter des mérites de la Chênaie Dorée et des aspects pratiques d'un éventuel déménagement. J'ai maintenu la conversation, posant des questions et exprimant des inquiétudes de temps en temps, mais donnant généralement l'impression que je cédais à leurs arguments. Quand ils sont partis, Sibylle s'est attardée à la porte pendant que ses parents se dirigeaient vers la voiture. « Mamie, dit-elle doucement, tu ne vas pas vraiment déménager dans cette maison de retraite, n'est-ce pas ?» J'ai regardé attentivement ma petite fille. Sa perspicacité ne m'a pas surprise. Sibylle avait toujours été observatrice. « Pourquoi penses-tu ça ?» ai-je demandé prudemment. « Parce que tu aimes cette maison plus que tout au monde, » a-t-elle répondu simplement. « Et parce que tu n'es pas du genre à abandonner. » Je l'ai silencieusement serrée dans mes bras avec mon bras valide, et elle a répondu avec une force inattendue. « Je ne leur dirai rien, » m'a-t-elle murmuré à l'oreille. « Quoi que tu décides de faire. » Après leur départ, j'ai immédiatement laissé tomber mon masque de faiblesse. La canne est allée dans le coin, le châle sur le cintre. Je me suis redressée et j'ai pris une profonde inspiration. Le jeu était épuisant, mais il en valait la peine. À en juger par la réaction d'Odile, mon plan avait fonctionné. Elle croyait que j'étais brisée et prête à céder. Il était temps de passer à l'étape suivante. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré il y a de nombreuses années, mais que je n'avais jamais utilisé. Après quelques sonneries, une voix de femme a répondu. « Allô, Prudence. C'est Marthe Leclerc,
dis-je en essayant de garder une voix calme. La mère de Gérard. La pause à l'autre bout du fil a été si longue que je me suis demandé si la ligne avait été coupée. Marthe, a finalement répondu Prudence, sa voix teintée de surprise. Il est arrivé quelque chose à Axel. Non, il va bien, pour autant que je sache, ai-je répondu. J'appelle pour autre chose. J'aimerais te rencontrer, si possible. Une autre pause, plus courte cette fois. Bien sûr, dit-elle, sa voix prudente. Quand ? Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain dans un petit café d'une ville voisine, assez loin de Saint-Malo pour ne pas croiser de connaissances. Prudence est arrivée pile à l'heure, une femme de petite taille avec des cheveux blonds courts et un visage fatigué mais toujours attrayant. Elle avait l'air plus âgée que ses 51 ans, comme si la vie avec Gérard et le divorce qui a suivi l'avaient épuisée. Elle portait un jean usé et un chemisier simple, et à son poignet, un bracelet en crin de chien que je me souvenais de son mariage avec mon fils. Marthe, a-t-elle souri incertaine en s'asseyant en face de moi. Je dois admettre que ton appel m'a surprise. Je pense que c'est compréhensible, ai-je hoché la tête. Nous ne nous sommes pas parlé depuis que toi et Gérard avez divorcé, il y a 7 ans, a-t-elle terminé pour moi. Oui, et je l'ai toujours regretté. Je veux dire, que nous ayons perdu le contact. Nous avons commandé du thé et avons passé quelques minutes à parler du temps et de la ville, évitant le sujet principal. Finalement, je me suis décidée. Prudence, je dois te demander quelque chose. Cela peut paraître étrange après toutes ces années, mais, pourquoi toi et Gérard avez-vous vraiment divorcé? Elle a pâli et a baissé les yeux sur sa tasse. Gérard ne te l'a pas dit. Gérard a dit que vous n'étiez tout simplement pas compatibles, ai-je répondu. Mais je n'y ai jamais cru. Prudence a souri amèrement. Pas compatible, a-t-elle répété. Eh bien, d'une certaine manière, c'est vrai. Si l'on considère ma compatibilité comme mon incapacité à accepter la façon dont il te traitait. C'était à mon tour d'être surprise. Moi. Marthe, elle a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis de douleur. Je ne supportais pas de voir comment il te traitait, toi et Odile, comment il parlait de toi dans ton dos, comment il prévoyait de te prendre ta maison. Tu étais au courant de ça? Ma voix a vacillé. Bien sûr que oui. Ils en parlaient depuis des années. Quand maman déménagera enfin en maison de retraite, on pourra. Et puis il y avait une liste de plans pour ta maison et ton argent. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Ce n'était pas une surprise totale, mais entendre la confirmation de mes pires soupçons faisait quand même mal. Un jour, je n'en pouvais plus, a poursuivi Prudence. J'ai dit à Gérard que c'était dégoûtant de traiter sa propre mère de cette façon, que tu méritais le respect et le droit de décider comment tu voulais vivre. Nous avons eu une grosse dispute, et puis j'ai découvert qu'il discutait avec Odile de la façon de te convaincre de réécrire ton testament pour que la plupart de ton héritage aille à Axel au lieu d'être divisé équitablement entre tes petits-enfants. Et ça a été la goutte d'eau, ai-je deviné. Oui, a-t-elle hoché la tête. J'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre avec un homme qui valorisait l'argent plus que la décence élémentaire. J'ai demandé le divorce, et bien sûr, Gérard a tout fait pour que j'obtienne le strict minimum. Si ce n'était pas ton aide à l'époque. Mon aide. Ai-je froncé les sourcils. Les 10 000 € que tu m'as donnés par l'intermédiaire de ton ami avocat, a dit Prudence. Ça m'a sauvé. J'ai pu payer les premiers mois de loyer et démarrer ma petite entreprise de dressage de chiens. Je la regardais, choquée. Je ne lui avais jamais donné d'argent. Ça ne pouvait être que... Jean-Louis, ai-je murmuré. Jean-Louis Fournier. Oui, je crois que c'était son nom, a hoché la tête Prudence. Il a dit que tu voulais t'aider, mais que tu avais peur de la réaction de Gérard. Alors tu agissais par un intermédiaire. Vieux renard rusé. Jean-Louis avait toujours su garder une longueur d'avance. Il avait dû se rendre compte de ce que Prudence traversait et avait décidé de l'aider en mon nom, sachant que j'approuverais si je le savais. Prudence, j'ai couvert sa main de la mienne. Je n'étais pas au courant pour l'argent, mais je suis contente que Jean-Louis l'ait fait, et je suis contente que tu aies pris ma défense, même quand cela t'a coûté ton mariage. Elle avait l'air confuse. Mais si tu n'as pas envoyé l'argent, pourquoi voulais-tu me rencontrer maintenant? Je lui ai raconté l'anniversaire, la chute, le gain au loto, tout sauf mon plan de vengeance. Il n'était pas encore temps de révéler toutes mes cartes. Mon Dieu, Marthe! Prudence avait l'air choquée. Axel t'a vraiment poussé, et personne n'a rien fait. C'est ça, j'ai montré mon poignet bandé. Commotion cérébrale et fracture.
C'est terrible. Prudence a secoué la tête. Je ne sais pas quoi dire. Axel a toujours été un enfant difficile, mais je n'aurais jamais pensé qu'il était capable de violence physique. Tel père, tel fils, ai-je marmonné. Quoi? Laisse tomber, j'ai changé de sujet. Parle-moi de ton entreprise. Tu dresses des chiens? Le visage de Prudence s'est illuminé. Et pendant la demi-heure suivante, elle a parlé de son travail avec des chiens de thérapie, qu'elle entraîne pour aider les personnes souffrant de traumatismes psychologiques, les enfants ayant des troubles du développement et les personnes âgées en maison de retraite. Mon rêve est d'ouvrir un véritable centre de médiation animale, a-t-elle avoué. Un endroit où les gens peuvent venir pour des séances avec des chiens, où des cours de groupe et des rencontres thérapeutiques peuvent avoir lieu. Mais cela nécessite de l'argent, que je n'ai pas. Combien coûterait le démarrage d'un tel centre, ai-je demandé, en essayant de donner à ma question l'air d'une curiosité ordinaire. Au moins 200 000 €, soupira Prudence. Le loyer, l'équipement, les soins aux chiens, les salaires d'au moins 2 employés pour commencer. J'ai essayé d'obtenir une subvention, mais la concurrence est féroce, et je n'ai pas de diplôme universitaire ni de mécènes influents. 200 000 €. Presque exactement la somme que j'avais gagnée. Ce ne pouvait pas être une simple coïncidence. As-tu déjà pensé à un partenariat? Ai-je demandé. Si tu pouvais trouver un investisseur. Prudence a haussé les épaules. Bien sûr que j'y ai pensé. Mais qui investirait dans une entreprise dirigée par une femme seule dans la cinquantaine, sans relation ni réputation dans le monde financier? J'ai souri, sentant pour la première fois depuis longtemps que mon plan prenait forme. Qui sait? Le monde est plein de surprises. Nous nous sommes séparés 1 heure plus tard, en nous promettant de rester en contact. Prudence semblait un peu perplexe quant au but de notre rencontre, mais elle était clairement heureuse de renouer le contact. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris. Prudence avait donc été de mon côté toutes ces années. Elle avait sacrifié son mariage pour me protéger de mon propre fils. Et maintenant, elle joignait à peine les 2 bouts, essayant de réaliser son rêve, tandis que Gérard vivait dans le luxe et faisait des plans pour ma maison. La justice devait être rendue. Une surprise m'attendait à la maison. Sibylle était assise sur le seuil avec un petit sac à dos. « Que fais-tu ici » ai-je demandé, surprise de son apparition. J'ai dit à maman que j'allais chez une amie pour réviser mes examens, a-t-elle répondu en se levant. Mais je voulais vraiment te parler seule. Je l'ai laissée entrer, me demandant ce qui pouvait être si important. Mamie, a commencé Sibylle dès que nous fûmes dans le salon, je sais qu'il se passe quelque chose. Tu ne vas pas vendre la maison et déménager à la Chênaie Dorée, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu ça? Ai-je demandé en étudiant son visage. Parce que je te connais, a-t-elle répondu simplement. Et parce que j'ai vu comment tu as changé quand ils sont partis. Tu t'es redressé et tu as cessé d'avoir l'air faible. C'était impressionnant. J'ai gardé le silence, ne sachant pas jusqu'à quel point je pouvais faire confiance à ma propre petite fille. Sibylle avait toujours été différente, plus sensible, plus attentive. Mais elle était toujours la fille d'Odile. « Je veux aider », a-t-elle dit de manière inattendue. « Quoi que tu décides de faire, je suis de ton côté. » Pourquoi? Ai-je demandé sans détour. Sibylle a baissé les yeux un instant, puis a répondu avec une amertume inattendue. « Parce que j'en ai assez de la façon dont il te traite, dont il parle de toi dans ton dos, dont il prévoit de prendre ta maison. Comment il te traite comme si tu étais une nuisance », elle a marqué une pause. « Et parce que j'ai peur qu'un jour, il me traite de la même façon, quand je serai vieille et gênante. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais trouvé une autre alliée. Une alliée inattendue, mais peut-être la plus précieuse. « Tu as raison, Sibylle, ai-je finalement dit. Je ne vais ni vendre la maison, ni déménager. J'ai un autre plan. Et oui, je pense que tu peux m'aider, mais tu devras garder le secret. Même de tes parents, surtout d'eux. » Sibylle a hoché la tête, ses yeux brillants de détermination. « Je suis douée pour garder les secrets, mamie. Et je veux que justice soit faite. » À ce moment-là, je me suis vue en elle, la jeune Marthe Leclerc, avocate et combattante pour la justice. Et j'ai senti que la boucle commençait à se boucler. Le masque de l'humilité s'était avéré utile non seulement pour tromper les enfants, mais aussi pour trouver de vrais alliés. Prudence, qui s'était sacrifiée pour moi sans savoir que je le découvrirais un jour. Sibylle, qui voyait à travers les masques des adultes et choisissait le bon côté. Peut-être que ma vraie famille n'était pas celle qui m'était liée par le sang,
mais celle qui partageait mes valeurs et me voyait comme une personne, pas comme un fardeau ou une source d'héritage. Avec cette pensée à l'esprit, j'ai commencé à parler à Sibylle de mon plan. Sentant ma résolution grandir à chaque mot. Le masque de la faiblesse glissant enfin, révélant la vraie Marthe Leclerc, une femme qui n'abandonne pas sans se battre. J'ai passé les 2 semaines suivantes à peaufiner chaque détail de mon plan. Ma chambre est devenue un bureau de fortune, mon lit couvert de papiers, de manuels juridiques et de notes. J'ai ouvert un nouveau compte en banque dans une ville voisine et y ai transféré mes gains. Jean-Louis m'a aidé à rédiger les documents de manière à ce que l'information ne parvienne pas aux enfants. Tu as toujours été méticuleuse, Marthe, a-t-il dit en examinant le plan de distribution que j'avais élaboré. Mais là, tu t'es surpassée. 35 ans de pratique juridique, ça ne s'oublie pas, ai-je haussé les épaules. Et puis, si on veut se venger, il faut le faire intelligemment. Ce n'est pas une vengeance, a objecté Jean-Louis. C'est la justice et la protection de tes intérêts. Nous avons créé une fiducie dans laquelle j'ai transféré une partie des gains. Ce fonds devait devenir l'investisseur dans l'entreprise de Prudence, mais je resterai une bienfaitrice anonyme, du moins pour le moment. La structure était délibérément complexe, avec plusieurs niveaux de gestion pour dissimuler la source originale des fonds. Gérard ne pourra rien y trouver à redire, même s'il le découvre, a dit Jean-Louis quand nous avons terminé avec les documents. Tout est parfaitement légal, et le contrat de Prudence est rédigé de manière à vous protéger toutes les deux. C'est le principal, ai-je hoché la tête. Je veux l'aider, pas lui créer de nouveaux problèmes. Le jour même, j'ai appelé Prudence et lui et demandé une autre rencontre, cette fois sous le prétexte de discuter de la possibilité de voir Axel. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit restaurant en périphérie de Saint-Malo, assez isolé pour ne croiser personne que nous connaissions. Prudence s'est présentée à l'heure, comme toujours, soignée et un peu tendue. Cette fois, elle était accompagnée d'un chien, un golden retriever aux yeux intelligents et portant une veste spéciale de chien de thérapie. « C'est Sunshine », a-t-elle dit en présentant le chien lorsque j'ai haussé les sourcils de surprise. « J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai un cours après notre rencontre et je n'ai pas eu le temps de passer chez moi. »« Bien sûr que non », ai-je souri en tendant la main pour caresser le chien. Sunshine a doucement poussé ma paume avec son nez et a remué la queue. « Quelle beauté !» Nous avons commandé le déjeuner et avons passé quelques minutes à parler du temps, de notre santé et des dernières nouvelles de la ville. Le bavardage habituel. J'ai délibérément pris mon temps, permettant à Prudence de se détendre et de s'habituer à ma présence. « Alors, tu voulais parler d'Axel ?» a-t-elle finalement demandé lorsque nous avons terminé notre plat principal et sommes passés au dessert. « Pas exactement », ai-je répondu en observant sa réaction. « Ou plutôt, pas seulement de lui. J'aimerais parler de ton travail, Prudence. De ton centre de médiation animale. » Elle a cligné des yeux de surprise. « Mon centre. Mais je n'ai pas de centre. Juste une petite entreprise de dressage de chiens. »« Pas encore, ai-je marqué une pause. Mais peut-être bientôt. » J'ai sorti un mince dossier de documents de mon sac et l'ai posé sur la table entre nous. Prudence l'a regardé avec confusion. « Qu'est-ce que c'est ? » Un plan d'affaires pour le centre de médiation animale Pattes Secourables, entièrement financé, avec un soutien juridique et une protection de la propriété intellectuelle. Le visage de Prudence est devenu confus, elle regardait alternativement le dossier et moi. « Je ne comprends pas. Je veux investir dans ton rêve, Prudence, dis-je sans détour. Enfin, pas moi personnellement, mais le fonds que je gère. 200 000 € pour ouvrir un centre de médiation animale. Tout ce qu'il faut, c'est ton expérience, tes connaissances et ta volonté de travailler. » Elle a pâli et s'est adossée à sa chaise. « C'est une sorte de blague. » Ses yeux se sont rétrécis. « C'est Gérard qui t'envoie ? C'est son idée pour se moquer de moi ? » Gérard n'a rien à voir avec cette offre, j'ai secoué la tête. Et il ne sait rien de tout ça. J'agis de manière indépendante. « Mais pourquoi ?» Sa voix tremblait. « Pourquoi veux-tu m'aider ? Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années, et maintenant tu m'offres 200 000 €. J'ai soupiré. La vérité était trop compliquée et confuse pour être expliquée maintenant sans révéler tout le plan. Disons que, j'ai commencé prudemment, j'apprécie ce que tu as fait pour moi. Comment tu m'as protégée même quand cela t'a coûté ton mariage. Et je crois en ton idée. Les chiens de thérapie peuvent aider beaucoup de gens, surtout dans notre petite ville où l'accès aux services de santé mentale est limité. Prudence a secoué la tête, n'y croyant toujours pas.
Mais tu n'as pas ce genre d'argent. Gérard a toujours dit que tu vivais modestement, que ta pension couvrait à peine tes dépenses. Gérard a dit beaucoup de choses, ai-je souri. Tout n'était pas vrai. De plus, comme je l'ai déjà dit, l'argent ne vient pas de moi personnellement, mais de la fondation. J'aide juste à le canaliser vers un projet digne d'intérêt. Elle a lentement tiré le dossier vers elle et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un plan d'affaires détaillé, analyse de marché, prévision de rentabilité, plan d'étage, proposition de personnel, stratégie marketing. Tout ce dont on pouvait avoir besoin pour démarrer une entreprise prospère. C'est incroyable, a murmuré Prudence en feuilletant les pages. Mais c'est trop beau pour être vrai. Quel est le piège? Il n'y a pas de piège, ai-je haussé les épaules. C'est un contrat d'investissement standard. Le fonds fournit le capital initial et reçoit 40% des bénéfices pendant les 5 premières années. Ensuite, la part tombe à 25%. Tu obtiens 60% des bénéfices et le contrôle total des opérations. La seule condition est que le centre doit fournir un certain nombre de séances gratuites pour les familles à faible revenu et les personnes âgées. J'avais ajouté cette dernière partie récemment, en réfléchissant à la manière d'étendre l'impact du centre sur la ville. C'était une petite vengeance sur Gérard et Odile, aider les personnes même qu'ils étaient si pressés de mettre de côté. Prudence a étudié les chiffres attentivement, posant de temps en temps des questions de clarification. J'ai vu l'incrédulité dans ses yeux laisser progressivement place à l'espoir, puis à la détermination. Ça pourrait vraiment marcher, a-t-elle finalement dit. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais ça pour moi. Considère ça comme ma façon de rétablir la justice, ai-je répondu. Et un investissement dans l'avenir. Notre ville a besoin d'un centre comme celui-ci, et tu es la personne qui peut le diriger. Prudence a pris plusieurs profondes inspirations, comme pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et si j'échoue? A-t-elle demandé doucement. Et si l'entreprise ne marche pas? Alors nous fermerons avec des pertes minimes, ai-je haussé les épaules. Mais je suis sûre que ça n'arrivera pas. J'ai vu comment tu travailles avec Sunshine. Tu sais ce que tu fais. Prudence a regardé son chien, qui était resté tranquillement à ses pieds tout ce temps, et son visage s'est adouci. Je dois y réfléchir, a-t-elle dit. C'est une décision trop importante pour la prendre tout de suite. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Prends les documents chez toi. Étudie-les attentivement. Tu as une semaine pour réfléchir. Ensuite, nous nous reverrons et tu pourras me donner ta réponse. Alors que nous nous disions au revoir à la porte du restaurant, Prudence m'a soudainement serré fort dans ses bras. Merci, a-t-elle murmuré. Même si je ne décide pas d'accepter ton offre, merci de croire en moi. Je suis rentrée à la maison avec le sentiment que les choses se déroulaient exactement comme elles le devaient. Le plan commençait à prendre forme. J'étais sûre que Prudence accepterait. J'avais vu la fin dans ses yeux lorsqu'elle étudiait le plan d'affaires. La fin de réaliser son rêve, de prouver sa valeur, peut-être de prouver aussi à Gérard qu'elle était capable de plus qu'il ne le pensait. Une surprise m'attendait à la maison. Odile avait laissé un message sur le répondeur. Maman, Thomas et moi passerons demain pour te montrer les brochures de la Chaînée Dorée. Ils organisent une journée portes ouvertes samedi, et on pourrait tous y aller. Rappelle-moi quand tu auras ce message. J'ai souri en écoutant sa voix, si confiante, si satisfaite. Elle pensait qu'elle avait gagné, que j'avais craqué et accepté leur plan. Eh bien, qu'elle le pense. Mon masque d'humilité devait rester en place encore un peu. J'ai rappelé et confirmé que je serais heureuse de les recevoir. Puis j'ai appelé Sibylle. Nous avions convenu qu'elle me tiendrait au courant de toutes les conversations familiales qui avaient lieu dans mon dos. Ils sont très contents, a dit Sibylle en baissant la voix. Elle parlait probablement de sa chambre, craignant que ses parents n'entendent. Maman discute déjà avec papa de la façon dont ils vont rénover l'aile nord de la maison quand ils auront leur part de la vente. Et oncle Gérard n'arrête pas de parler de la façon dont lui et Axel vont transformer le hangar à bateau en studio. Et mon déménagement à la Chaînée Dorée? Ai-je demandé, sentant une vague de colère monter en moi. Est-ce qu'ils discutent au moins de ce que ce sera pour moi là-bas? Honnêtement. La voix de Sibylle s'est faite encore plus basse. Non. Ils parlent juste de la commodité que ce sera, que tu seras sous surveillance et qu'ils n'auront pas à te rendre visite si souvent. Maman a même dit qu'elle pourra enfin partir en vacances sans s'inquiéter pour toi. J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts sont devenus blancs. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant que la colère est mauvaise conseillère. Le calcul froid était ce dont j'avais besoin maintenant.
Merci de me l'avoir dit, Sibylle, dis-je en essayant de garder une voix calme. Garde les oreilles ouvertes et ne laisse pas entendre que nous avons parlé. Ne t'inquiète pas, mamie, a-t-elle dit en souriant. Je suis une excellente actrice. Maman pense toujours que je suis au club de théâtre juste parce que le metteur en scène est mignon. Le lendemain, j'ai rencontré Odile et Thomas en parfaite conformité avec ma nouvelle image, en vieille robe de chambre, avec un châle sur les épaules, m'appuyant sur une canne. J'ai même fait trembler légèrement la main qui tenait ma tasse de thé, comme si j'avais développé un tremblement. « Maman, comment te sens-tu » Odile m'a jeté un regard évaluateur. « Tu as l'air fatiguée. »« C'est mon âge, ma chérie, » ai-je soupiré avec un sourire triste. « On n'y peut rien. » C'est exactement pour ça qu'on parle de la chaînée dorée. Odile s'est assise à côté de moi, étalant des brochures brillantes sur la table basse. Regarde toutes les commodités. Soins médicaux 24h24, centre d'activité, même une piscine chauffée et une bibliothèque, a ajouté Thomas, aussi taciturne que d'habitude. Nous savons combien tu aimes lire. J'ai feuilleté les brochures, faisant semblant de les étudier attentivement, bien qu'à l'intérieur, je bouillonnais d'indignation. Des photos de personnes âgées souriantes dans des chambres impeccables mais sans âme, des infirmières en uniforme d'un blanc immaculé, une salle à manger qui ressemblait à un hôpital. Tout était stérile. Tout était pratique et complètement sans vie. Ça a l'air bien, dis-je finalement en refermant la brochure. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir me permettre un endroit comme ça. Ça a l'air cher. Ne t'inquiète pas pour ça. Odile a fait un geste de la main. La vente de la maison couvrira les frais pendant des années. Et Gérard et moi t'aiderons toujours si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai failli lui rire au nez. Il prévoit de prendre ma maison et de m'aider ensuite à vivre avec l'argent de sa vente. Quelle générosité! C'est très gentil de votre part, ai-je marmonné en baissant les yeux pour cacher ma colère. Je vais y réfléchir. Vraiment. Samedi, c'est la journée portes ouvertes, m'a rappelé Odile. On passera te prendre vers 10h. D'accord, bien sûr, ma chérie, ai-je souri faiblement. Je serai prête. Après leur départ, j'ai laissé tomber mon masque d'impuissance et j'ai arpenté la maison à grands pas énergiques, essayant de me calmer. Puis j'ai appelé Jean-Louis et lui et raconté la visite. Ils pensent vraiment que je vais accepter ça, ai-je conclu. Que je vais vendre la maison où j'ai vécu pendant 30 ans et déménager dans une boîte stérile pour qu'ils puissent se partager l'argent. La cupidité est aveugle, a remarqué Jean-Louis philosophiquement. Ils voient ce qu'ils veulent voir. Au fait, j'ai eu la confirmation de la banque que le fonds fiduciaire a été officiellement établi et est prêt à fonctionner. Dès que Prudence signera le contrat, l'argent sera transféré. Super, dis-je, sentant une bouffée d'énergie. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'elle accepte. As-tu un plan? Bien sûr, ai-je souri. J'ai toujours un plan. Le lendemain, j'ai appelé Prudence et lui et suggéré de nous revoir, cette fois au bureau de Jean-Louis, pour discuter des détails juridiques du contrat. Elle a accepté, même si je pouvais encore entendre l'incertitude dans sa voix. Jean-Louis nous a accueillis dans son petit mais élégant bureau du centre-ville. Prudence avait l'air nerveuse, mais déterminée. J'ai examiné les documents, a-t-elle dit lorsque nous nous sommes installés dans la salle de conférence. J'ai quelques questions. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons discuté de chaque clause du contrat et de chaque détail du plan d'affaires. Jean-Louis a expliqué les subtilités juridiques et j'ai ajouté mon point de vue d'un point de vue stratégique. Prudence a posé des questions pointues et intelligentes, montrant qu'elle n'était pas une rêveuse naïve, mais une personne avec un sens des affaires. Vous avez vraiment bien réfléchi à tout ça, a-t-elle dit finalement en se penchant en arrière dans sa chaise. C'est impressionnant. Alors, vous êtes d'accord? A demandé Jean-Louis en sortant une copie du contrat pour qu'elle la signe. Prudence a pris une profonde inspiration, m'a jeté un coup d'œil, puis a hoché la tête de manière décisive. Oui, je suis d'accord. Elle a signé les documents, Jean-Louis les a authentifiés, et c'était fait. Patte secourable, était officiellement passé du rêve à la réalité. Félicitations, vous êtes maintenant une chef d'entreprise, a souri Jean-Louis en serrant la main de Prudence. Copropriétaire, a-t-elle corrigé en me regardant. Et je ne vous décerai pas, Marthe. Je le promets. Quand nous avons quitté le bureau, Prudence avait encore l'air un peu hébétée. Je n'arrive pas à croire que ça arrive, a-t-elle dit en secouant la tête. Hier, j'entraînais des chiens dans une petite pièce louée,
Et aujourd'hui, j'ai l'argent pour ouvrir un vrai centre. La vie est pleine de surprises, dis-je en lui tapotant le bras. Maintenant, il faut trouver le bon local et commencer les rénovations. Le plus tôt le centre sera opérationnel, le mieux. Il y a un endroit que je surveille depuis un moment, a avoué Prudence. Une ancienne salle de sport sur la rue des Érables. Elle est vide depuis un an et l'espace est parfait pour nos besoins. Une grande salle pour les cours de groupe, plusieurs petites pièces pour les séances individuelles et même une petite cour arrière pour promener les chiens. Ça a l'air parfait, ai-je hoché la tête. Contacte le propriétaire et vois s'il est disponible à la location ou à la vente. Je le fais aujourd'hui même, a rayonné Prudence. J'ai hâte de le dire à Sunshine. Elle sera ravie du nouveau lieu de travail. J'ai souri en la regardant s'éloigner. Ses pas plus légers, ses épaules plus droites. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais déjà aidé une personne à retrouver l'espoir. C'était un bon début. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Axel sur le pas de ma porte. Il était assis sur les marches, plongé dans son téléphone, et a sursauté en me voyant. « Mamie !» Sa voix était anormalement joyeuse. « Je t'attendais. Où étais-tu » ? « Chez le médecin, ai-je menti, en essayant d'avoir l'air faible et en m'appuyant plus que nécessaire sur ma canne. « Que fais-tu ici, Axel ?»« Juste passer voir ma grand-mère chérie. » Il a souri largement, mais ses yeux sont restés froids. « Je peux entrer. » J'ai ouvert la porte et l'ai laissé entrer, me préparant mentalement à une conversation désagréable. Axel ne venait jamais juste comme ça. Il y avait toujours une raison. « Tu veux du thé ?» ai-je demandé en me déplaçant lentement vers la cuisine. « Non merci, » dit-il en s'affalant sur le canapé du salon et en posant ses pieds sur la table basse. « J'ai entendu dire que tu déménageais dans une maison de retraite. Mon père dit que tu as enfin retrouvé la raison. » J'ai grimacé devant son manque de tact, mais j'ai gardé mon sang-froid. « J'y réfléchis, » ai-je répondu en m'asseyant prudemment dans le fauteuil en face de lui. « Cette maison devient trop grande pour moi. »« Ouais, c'est sûr, » dit-il en regardant autour de lui d'un air évaluateur. « Cet endroit aurait bien besoin d'une rénovation. Papa dit que sa part de la vente servira à mes études et peut-être à une nouvelle voiture. » Voilà, la vraie raison de sa visite. « De quelle voiture parle-t-on » ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Eh bien, tu sais, j'ai un modèle en vue » a-t-il essayé de dire nonchalamment. Mais je pouvais voir la lueur avide dans ses yeux. Rien d'extraordinaire. Juste une bonne voiture fiable. Mais mon père dit que l'argent de la vente de la maison ne sera pas disponible avant quelques mois. Et j'ai besoin d'une voiture maintenant. Et j'ai haussé un sourcil. Et je me suis dit que tu pourrais peut-être me donner une petite avance. Il a essayé de sourire de manière charmante, mais c'est sorti faux, sur la future vente. Ce n'est que 10 000 €. Tu les récupéreras de toute façon quand tu vendras la maison. Je suis restée silencieuse, fixant mon petit-fils. Ce jeune homme, mon propre petit-fils, m'avait poussé si fort que j'avais eu une commotion cérébrale et une fracture. Maintenant, il était assis dans ma maison, les pieds sur ma table basse, exigeant 10 000 € pour une voiture, pensant que je lui devais. La colère est montée en moi, chaude et féroce, mais je me suis forcée à rester calme. Ce n'était pas le moment de montrer mes vrais sentiments. « Je n'ai pas ce genre d'argent, Axel, » dis-je doucement. « Ma pension couvre à peine les frais d'entretien de la maison. » « Allons, mamie, » il s'est penché en avant, sa voix se durcissant. « Tu dois avoir des économies. Tu étais avocate. Tu as bien gagné ta vie. Tout ce que j'ai gagné est allé à ton éducation et à celle d'Odile, à aider vos familles. » J'ai secoué la tête. « Je n'ai rien d'autre que cette maison. »« Je ne te crois pas, » a froncé les sourcils Axel. « Père dit que tu as toujours été radine. Je suis sûre que tu as un magot quelque part. Si j'en avais un, tu crois que je vivrais comme ça ?» J'ai écarté les bras, montrant les meubles usés, le vieux papier peint, le plancher qui craque. « Regarde autour de toi, Axel. Est-ce que ça ressemble à la maison de quelqu'un qui a de l'argent ?» Il a jeté un coup d'œil à la pièce d'un air mécontent, puis m'a de nouveau fixé. « Alors, tu refuses de m'aider ?» Sa voix a pris un ton menaçant. « Après tout ce que notre famille a fait pour toi. » J'ai failli lui rire au nez. Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Après m'avoir ignoré, manipulé, prévu de prendre ma maison. Après qu'il m'ait poussé et ne se soit même pas excusé correctement. Mais je me suis retenue, conservant le masque d'une vieille femme impuissante.
Je suis vraiment désolée, Axel, mais je ne peux vraiment pas t'aider, dis-je avec un soupir. Peut-être que tu pourrais trouver un travail d'été. Économiser pour un acompte. Travailler? A-t-il reniflé, comme si j'avais suggéré quelque chose d'indécent. J'ai l'école et les entraînements. Quand est-ce que je travaillerai? À ton âge, beaucoup de jeunes combinent l'école et le travail, ai-je fait remarquer. Ouais, ceux qui n'ont pas de parents riches, a-t-il lâché. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je trouverai un autre moyen. Il s'est levé brusquement, manquant de renverser la table basse. Axel, dis-je en me levant aussi, m'appuyant sur ma canne. Je voulais vraiment aider, mais... Mais vous êtes trop avare, a-t-il interrompu en se dirigeant vers la porte. Je comprends. Je m'en souviendrai la prochaine fois que mon père me suggérera de te rendre visite. Il est parti en claquant la porte bruyamment. Je me suis lentement rassise dans le fauteuil, sentant mes mains trembler. Pas de faiblesse feinte maintenant, mais de colère réprimée. Patience, Marthe, me suis-je dit. Les choses vont bientôt changer. J'ai appelé Jean-Louis et lui ai raconté la visite d'Axel. Il a écouté en silence, ne grognant ou ne soupirant que de temps en temps. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, a-t-il finalement dit. Gérard était pareil à son âge. Pas tout à fait, ai-je objecté. Gérard était égoïste, mais pas aussi grossier. C'est une nouvelle génération, Jean-Louis. Ils pensent que le monde leur doit quelque chose. Et vos enfants y ont contribué, a-t-il remarqué. Mais ne vous inquiétez pas, ils auront tous une leçon dont ils se souviendront longtemps. Après avoir parlé à Jean-Louis, j'ai appelé Prudence pour connaître les dernières nouvelles sur le nouvel emplacement du centre. Elle a répondu dès la première sonnerie, sa voix vibrant d'excitation. Marthe, je reviens tout juste de la visite du local. Le propriétaire est prêt à signer un bail à long terme avec une option d'achat dans 3 ans. Les conditions sont excellentes, encore meilleures que ce que j'espérais, et il est prêt à commencer les démarches dès la semaine prochaine. C'est merveilleux, ai-je souri, sentant la mauvaise humeur de la visite d'Axel se dissiper progressivement. Quand penses-tu que nous pourrons commencer les rénovations? Dès que nous aurons signé le bail. Dans 2 semaines, peut-être? J'ai déjà fait une liste des travaux à faire et j'ai même trouvé un entrepreneur spécialisé dans les locaux commerciaux. Super, ai-je noté dans mon agenda. Jean-Louis m'aidera à examiner le contrat de location, et j'aimerais jeter un coup d'œil au local quand tu auras le temps. Bien sûr. Peut-être demain? Je peux passer te prendre vers 14 heures si ça te va. Nous avons fixé le rendez-vous et j'ai raccroché, satisfaite de la rapidité avec laquelle cette partie de mon plan se concrétisait. Prudence était efficace et décisive, des qualités que j'avais toujours admirées chez les gens. Le soir, Sibylle a appelé. Elle parlait doucement, presque en chuchotant. « Mamie, j'ai des nouvelles. Axel est venu chez nous après être passé chez toi. Il était furieux. Il a dit que tu étais une vieille sorcière radine et que tu ne voulais pas lui donner d'argent pour une voiture, alors que tu étais sur le point de toucher beaucoup d'argent en vendant la maison. Et qu'ont dit tes parents? Ai-je demandé, devinant déjà la réponse. Papa n'a rien dit, comme d'habitude, a dit Sibylle avec mépris. Et maman a expliqué à Axel que l'argent de la vente de la maison servirait principalement à payer ton séjour à la Chênaie Dorée, et que le reste serait partagé entre elle et oncle Gérard, et qu'ils ont déjà décidé de ce qu'ils allaient dépenser leur part. Ils n'ont même pas attendu que je déménage avant de commencer à se partager l'argent, ai-je marmonné. Exactement, a acquiescé Sibylle. Mais il y a autre chose. Quand Axel est parti, j'ai entendu maman dire à papa qu'elle s'inquiétait de ton état, que tu étais devenu trop facile à vivre et que ça ne te ressemblait pas. Elle a peur que tu sois dans les premiers stades de la démence. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon numéro de vieille femme sénile était trop convaincant. Oui, mais maintenant, elle veut que tu voies un neurologue, a prévenu Sibylle. Elle dit qu'il faut le faire avant la vente de la maison pour éviter les problèmes avec les papiers. Ça pourrait être un problème. Un vrai médecin déterminerait rapidement que j'étais en parfaite santé mentale. Merci pour l'avertissement, dis-je. Je vais trouver quelque chose. Mamie, la voix de Sibylle est devenue sérieuse. Faites attention. S'il se doute que tu simules. Ne t'inquiète pas, dis-je en essayant de paraître confiante. J'ai tout sous contrôle. Après avoir parlé à Sibylle, j'ai réfléchi. La situation se compliquait. Si Odile insistait pour un examen médical, mon plan pourrait être compromis. Je devais accélérer les choses. J'ai appelé Jean-Louis et lui et expliqué la situation.
Nous devons finaliser le contrat avec prudence et commencer les rénovations des locaux le plus rapidement possible, dis-je. Si Odile me traîne chez un médecin et qu'il me déclare pleinement compétente, il pourrait se douter de quelque chose. D'accord, a répondu Jean-Louis. Je vais accélérer les démarches. Toi, continue de jouer ton rôle. Laisse-les penser qu'ils ont le contrôle total. Le lendemain, j'ai rencontré Prudence et nous avons visité ensemble l'espace du futur centre. C'était une ancienne salle de sport spacieuse avec 2 hauts plafonds, de grandes fenêtres et une cour séparée. L'endroit parfait pour la médiation animale. L'espace avait besoin de quelques rénovations, mais la structure principale était solide. Ce sera la zone d'activité de groupe, a dit Prudence avec enthousiasme. Là, les salles pour les séances individuelles. Et cette partie pourrait être un petit café où les clients pourraient se détendre après leur séance. Un café. J'ai haussé un sourcil. Ce n'était pas dans le plan original. J'ai pensé que ce pourrait être une source de revenus supplémentaires, a-t-elle expliqué. Un menu simple, de la nourriture bio, un endroit où les gens pourraient interagir avec les chiens dans un cadre détendu. L'idée était bonne. En fait, elle était meilleure que mon concept original. J'aime ça, ai-je hoché la tête. Ça rendra le centre plus ouvert à la communauté, ça attirera des gens qui n'ont peut-être pas besoin de thérapie mais qui aiment les animaux. Prudence a rayonné d'approbation. J'ai déjà contacté un entrepreneur. Il est prêt à commencer les travaux dès que nous signerons le bail. Il estime que les rénovations prendront environ 1 mois. Super, ai-je noté dans mon carnet. Le plus tôt le centre sera opérationnel, le mieux. Sur le chemin du retour, Prudence a soudainement demandé « Marthe, puis-je te poser une question personnelle ?» Bien sûr, je me suis tournée vers elle. « Pourquoi m'aides-tu, moi, et pas tes enfants ou Axel ?» Elle m'a jeté un regard rapide. « Ne te méprends pas, je suis infiniment reconnaissante, mais c'est inhabituel. » Je suis restée silencieuse pendant un long moment, réfléchissant à ma réponse. La vérité était trop compliquée, trop personnelle pour être partagée complètement, mais je pouvais lui en dire une partie. « Parce que tu le mérites, » ai-je finalement répondu. « Parce que tu m'as protégée quand mes propres enfants ne l'ont pas fait, et parce que ton idée est précieuse. Elle aidera beaucoup de gens, y compris ceux auxquels mes enfants ne pensent même pas. » Prudence a hoché la tête lentement, acceptant ma réponse. Nous avons roulé jusqu'à ma maison dans un silence confortable. « Merci, » a-t-elle dit alors que je sortais de la voiture. « Pour tout. » Ne me remercie pas avant d'avoir vu les résultats. Ai-je souri. Nous ne faisons que commencer. Samedi, comme prévu, Odile et Thomas sont passés me prendre pour m'emmener à la Chênaie Dorée pour la journée portes ouvertes. J'étais prête, dans une robe démodée, avec une canne et un léger tremblement dans les mains que j'avais appris à imiter au cours des derniers jours. « Maman, ça va ?» a demandé Odile en m'aidant à monter dans la voiture. « Tu as l'air pâle. »« Je suis juste un peu nerveuse, » ai-je répondu en faisant trembler ma voix. « C'est une grande décision. »« Ne t'inquiète pas. » Odile m'a tapoté la main. « Tu vas aimer là-bas. Et on te rendra visite souvent. » Aussi souvent que maintenant. Ai-je eu envie de demander, mais je me suis retenue. La Chênaie Dorée était exactement comme je l'avais imaginé. Un établissement propre, stérile, déguisé en complexe résidentiel confortable. Un personnel souriant, des activités de groupe pour les personnes âgées, un centre médical avec des équipements de pointe. Tout était parfait et complètement sans vie. Nous avons visité un appartement modèle, un petit studio avec une cuisine miniature et une salle de bain adaptée aux personnes handicapées. Après la spacieuse maison de maître, cet endroit me semblait une cage. « Qu'en penses-tu, maman ?» a demandé Odile lorsque nous avons terminé la visite. « N'est-ce pas merveilleux ici ?» Très soigné, ai-je répondu en essayant de paraître confiante. Mais n'est-ce pas un peu institutionnel? Que veux-tu dire? A froncé les sourcils Odile. Tout ici est si, pareil, réglementé, dis-je en faisant un geste vers le hall où nous nous tenions. Dans ma maison, tout a une histoire. Chaque coin est rempli de souvenirs. Maman, a soupiré Odile avec une impatience évidente, on en a déjà parlé. Ta maison est trop grande, trop vieille, trop dangereuse pour toi. Ici, tu auras la sécurité, de la compagnie, des soins médicaux. Je sais, ma chérie. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, comme si je cédais. Tu as probablement raison. J'ai juste besoin de temps pour m'habituer à l'idée de déménager. Odile a rayonné,
clairement satisfaite de ma capitulation. Bien sûr, maman, nous ne sommes pas pressés. Peut-être dans 1 mois ou 2, quand tu seras prête. J'ai hoché la tête avec un sourire triste, pensant que dans 1 mois, la situation serait complètement différente. D'ici là, le centre de médiation animale, Pattes Secourables, serait ouvert, mes enfants apprendraient mon gain, et leur plan pour ma maison tomberait à l'eau. L'astuce juridique que j'avais utilisée était une défense fiable. Mais la vraie satisfaction viendrait quand ils réaliseraient que je les avais menés en bateau tout ce temps. Que la vieille Marthe Leclerc n'était pas aussi simple qu'ils le pensaient. Pour l'instant, je continuais à jouer mon rôle, les laissant penser qu'ils avaient gagné. 1 mois s'est écoulé sans que je m'en rende compte. Chaque jour était rempli de tâches liées au centre de médiation animale. Vérifier l'avancement des travaux, sélectionner l'équipement, coordonner les documents. Prudence travaillait avec une énergie incroyable, comme si elle avait rajeuni de 10 ans. Elle a fait appel à 2 autres spécialistes de la médiation animale et à un vétérinaire, a trouvé des fournisseurs pour le café et a élaboré des programmes pour différents groupes de clients. J'aidais pour la partie administrative, utilisant mon expérience dans la gestion d'un cabinet d'avocats. Pendant tout ce temps, j'ai continué à jouer mon rôle devant les enfants. Odile appelait régulièrement pour demander comment j'allais et me rappelait subtilement la chaînée dorée. Je répondais évasivement, donnant l'impression que je me faisais progressivement à l'inévitable. Gérard est passé 2 fois, chaque fois avec un rouleau de plans et de projets de rénovation de la maison. Après la vente, j'ai hoché la tête, acquiescé et fait semblant d'être intéressé. Même si je bouillonnais d'indignation à l'intérieur. Axel ne s'est plus montré. Il avait dû décider qu'il n'y avait rien à tirer de la vieille sorcière Adine. Ça m'allait très bien. Sibylle est devenue mes yeux et mes oreilles dans la famille d'Odile. Elle rapportait chaque conversation, chaque plan me concernant ou concernant la maison. Une fois, elle est arrivée particulièrement agitée. « Mamie, il prévoit d'accélérer ton déménagement. Maman a parlé avec l'administration de la Chênaie Dorée, et une place est disponible le mois prochain. Elle veut que tu déménages alors. Ça veut dire qu'il faut agir vite, ai-je répondu en consultant mon calendrier. Penses-tu pouvoir convaincre tes parents de venir à l'inauguration du centre de médiation animale ce samedi? Le centre. Sibylle avait l'air perplexe. Tu veux dire le centre de Prudence? Pourquoi irait-il là-bas? Parce que je les invite, ai-je souri, en tant qu'invité d'honneur et principal investisseur. Les yeux de Sibylle se sont écarquillés quand elle a réalisé. Alors c'est ça que tu as fait de tes gains? Tu as investi dans l'entreprise de Prudence? Oh mon Dieu, maman et oncle Gérard vont être furieux. Pas seulement investi, ai-je hoché la tête. Mais j'ai participé activement à sa mise en place. Il est temps qu'il sache que la vieille Marthe Leclerc n'est pas tout à fait prête à passer l'arme à gauche. Sibylle a ri. Mais ensuite, elle est devenue sérieuse. Ils pourraient ne pas venir, surtout s'ils apprennent que Prudence sera là. Alors ne la mentionne pas, ai-je haussé les épaules. Dis-leur qu'il y a un nouveau centre de thérapie animale qui ouvre en ville et que tu aimerais beaucoup y aller. Utilise ton intérêt pour la psychologie. D'accord, a hoché la tête Sibylle. Je vais essayer. Et pour oncle Gérard et Axel? Je m'occupe d'eux, lui ai-je fait un clin d'œil. J'ai un plan. Le jour même, j'ai appelé Gérard. Il n'a pas répondu tout de suite, et j'ai pu deviner à sa voix que mon appel l'avait surpris. Je n'étais généralement pas celle qui initiait la communication. Maman, quelque chose ne va pas. Non, mon chéri. Tout va bien, dis-je en essayant de rendre ma voix faible et un peu incertaine. Je voulais juste te dire que j'ai réfléchi à votre offre, à propos de la maison. Et? Sa voix semblait impatiente. Je pense que toi et Odile avez raison. La maison est trop grande pour moi, et peut-être que la Chênaie Dorée est vraiment la meilleure option. Merveilleux, maman! S'est-il exclamé, incapable de cacher sa joie. Je suis si content que tu aies enfin pris une décision sensée. Oui, ai-je marqué une pause. Mais avant de commencer le processus, j'aimerais que toi et Axel assistiez à un événement ce samedi, à 14 heures. C'est important pour moi. Quel genre d'événement? Sa voix semblait méfiante. L'ouverture d'un nouveau centre en ville, ai-je répondu évasivement. J'ai promis à mon ami d'y aller. Tu sais, à mon âge, il n'y a pas beaucoup de distractions. D'accord, a accepté Gérard à contre-cœur. Mais ne reste pas longtemps. J'ai beaucoup à faire samedi. Bien sûr, mon chéri, je me suis permis un léger sourire, que heureusement il ne pouvait pas voir.
Tu es toujours si occupé. Après avoir parlé à Gérard, j'ai appelé Prudence pour m'assurer que tout était prêt pour l'inauguration. Les rénovations étaient terminées, l'équipement était installé et le personnel était formé. Des annonces pour l'ouverture du centre de médiation animale, Pattes Secourables, avaient été placées dans le journal local et sur des panneaux d'affichage dans toute la ville. « Tu es nerveuse ?» ai-je demandé en entendant l'excitation dans sa voix. Folle de trac, a admis Prudence. Mais c'est un bon trac. Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive vraiment. Croix Y, ai-je souri. Et prépare-toi à une surprise le jour de l'inauguration. Une surprise. Sa voix était remplie de curiosité. Quel genre de surprise? Tu verras, ai-je répondu mystérieusement. Sois juste prête à tout. Le soir avant l'inauguration, Jean-Louis et moi avons fait une dernière vérification de tous les documents. Tout était prêt. Les contrats, le testament modifié, le fonds fiduciaire, la preuve de mon gain au loto. C'était un dossier juridiquement blindé qui ne laissait aucune chance à mes enfants de contester mes décisions. « Es-tu sûr de vouloir faire ça publiquement ?» a demandé Jean-Louis quand nous avons terminé. « Tu aurais pu leur dire dans un cadre plus privé. » Non, j'ai secoué la tête. Ils m'ont humilié publiquement. Que les conséquences soient publiques aussi. Le matin de l'inauguration était ensoleillé et chaud, comme si la nature elle-même approuvait mon plan. J'ai abandonné ma canne et mon châle et j'ai enfilé un nouveau tailleur bleu profond que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Je me suis coiffée et me suis maquillée légèrement. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu une vieille femme impuissante, mais la femme confiante que j'avais toujours été. À 13h45, je suis arrivée au centre. Le bâtiment était méconnaissable. Une façade fraîche aux couleurs chaudes, une grande enseigne indiquant « Pattes Secourables » et une entrée élégante avec une rampe pour fauteuil roulant. Une petite foule s'était déjà rassemblée devant le centre, des citadins curieux, des représentants des médias locaux et des clients potentiels. Prudence m'a accueilli à l'entrée, son visage rayonnant d'excitation. « Marthe, tu es magnifique !» s'est-elle exclamée en me serrant dans ses bras. Pas du tout comme ces dernières semaines. Tu vas mieux? On peut dire ça. Ai-je souri. Tu comprendras bientôt. À l'intérieur, le centre était encore plus beau que de l'extérieur. Un hall spacieux avec un parquet en bois et un éclairage doux, des fauteuils et des canapés confortables disposés en groupe pour les cours. Un petit café avec des boissons bio et des collations était déjà ouvert dans le coin. Dans une zone spéciale derrière une cloison basse se trouvaient les chiens. 6 animaux de thérapie entraînés de différentes races, dont une golden retriever nommée Sunshine. J'ai remarqué qu'Odile, Thomas et Sibylle étaient déjà parmi les invités. Ma fille avait l'air légèrement agacée, comme si elle ne comprenait pas pourquoi on l'avait convoquée ici. Thomas, comme d'habitude, semblait détaché. Sibylle retenait à peine un sourire, sachant ce qui allait se passer. Quelques minutes plus tard, Gérard et Axel sont apparus. Mon fils s'est immédiatement crispé en voyant Prudence, mais il était trop tard pour reculer. À 14h, Prudence s'est avancée au centre de la pièce et s'est adressée à l'Assemblée. « Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir à l'inauguration du centre de médiation animale Pattes Secourables. Notre centre a été créé pour aider les gens grâce à l'interaction avec des chiens spécialement entraînés. Nous proposons des séances individuelles et de groupe pour les enfants ayant des troubles du développement, les personnes souffrant d'anxiété, de dépression, de stress post-traumatique et les personnes âgées. De plus, nous avons un café confortable où vous pouvez simplement passer du temps en compagnie de nos thérapeutes à 4 pattes. » Elle a fait une pause, regardant l'auditoire. « Mais avant d'ouvrir officiellement les portes de notre centre, j'aimerais vous présenter la personne sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. La femme qui a cru en mon rêve et a fourni les moyens de le réaliser. La personne dont la sagesse, l'expérience et le soutien ont fait de Pattes Secourables une réalité. Veuillez accueillir Madame Marthe Leclerc. » Un murmure de surprise a parcouru la salle. J'ai remarqué qu'Odile et Gérard échangeaient des regards perplexes. Sibylle souriait largement, et Axel avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je me suis avancée, en essayant de me tenir droite et confiante. Pas de main tremblante, pas de canne, pas de faiblesse feinte. « Merci, Prudence », dis-je en balayant la salle du regard. C'est un honneur de faire partie de ce projet. Pattes Secourables n'est pas seulement une entreprise. C'est une mission. Une mission d'aider ceux qui sont souvent oubliés dans notre société. Les enfants ayant des besoins spéciaux, les personnes âgées, les femmes qui ont subi des violences. J'ai marqué une pause,
regardant délibérément mes enfants. Récemment, j'ai eu un coup de chance. J'ai gagné 250 000 € au loto, et j'ai décidé d'investir cet argent dans quelque chose qui compte vraiment, quelque chose qui aidera les gens longtemps après mon départ. Le visage d'Odile a pâli, et Gérard s'est figé, la bouche ouverte. Axel me regardait comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Je tiens à remercier tout particulièrement ma belle-sœur, Prudence, pour son dévouement à ce projet et pour son courage, ainsi que ma petite-fille, Sibylle, qui m'a soutenue dans les moments difficiles. Sibylle a souri radieusement, et Odile a jeté un regard surpris à sa fille. Et maintenant, ouvrons officiellement le centre Pâtes Secourables. Je me suis écartée, laissant la place à Prudence pour la traditionnelle coupe du ruban. Après la partie officielle, les invités ont commencé à explorer le centre et à rencontrer ses employés à quatre pattes. Les gens se sont dispersés dans la salle, regardant les locaux, parlant aux chiens et posant des questions au personnel. J'ai remarqué Odile qui se dirigeait vers moi d'un pas décidé, suivi de Gérard. « Maman, qu'est-ce que tout ça signifie ?» a-t-elle exigé en s'approchant de moi. « Quels gains? Quels investissements? Et pourquoi as-tu soudain l'air en bonne santé ?»« Parce que je suis en bonne santé, Odile, » ai-je répondu calmement. « J'ai toujours été en bonne santé et saine d'esprit. » « Mais ton poignet, tu pouvais à peine marcher. Tu as dit que tu étais d'accord pour vendre la maison. » Gérard avait l'air d'avoir été trahi. « J'ai bien eu une blessure au poignet et une commotion cérébrale. Après que ton fils m'a poussé, Gérard. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Mais je suis rétabli depuis longtemps. Et quant à la vente de la maison, je n'ai jamais eu l'intention de la vendre. Je vous ai juste dit ce que vous vouliez entendre. Tu nous as menti. » Odile avait l'air choquée. « Avez-vous été honnête avec moi ? Ai-je contré ? Quand vous discutiez dans mon dos de la façon dont vous partageriez l'argent de la vente de ma maison. Quand vous prévoyiez de la rénover à votre goût sans même attendre que je déménage à la Chênaie Dorée. » Ils se sont tus tous les deux, incapables de trouver des mots pour se justifier. « Alors, il n'y aura pas de déménagement ? » a finalement demandé Gérard. « Et pas d'argent de la vente de la maison non plus ? » C'est exact, ai-je confirmé. Je reste dans ma maison, et l'argent des gains, comme vous le savez déjà, a été investi dans ce centre. Mais c'est injuste, a lâché Gérard. Tu aurais pu aider ta famille, et au lieu de ça, tu as tout donné à Astérisque et l'Astérisque. Il a hoché la tête en direction de Prudence, qui présentait actuellement l'un des chiens à un groupe de visiteurs. Injuste, Gérard. Ai-je souri. Tu veux parler d'injustice ? Est-ce juste la façon dont vous m'avez traité ces dernières années ? Comment vous avez prévu de disposer de mes biens comme si j'étais déjà morte ? Comment vous avez ignoré le fait que votre fils m'a agressé physiquement ? Odile et Gérard ont échangé des regards, clairement incertains de la manière de répondre. « Mais nous sommes tes enfants, » a finalement dit Odile, comme si cela expliquait tout. « Nous nous soucions de toi. »« Non, ma chérie, » j'ai secoué la tête. « Vous vous souciez de mes biens, de ce que vous pouviez obtenir de moi. Le vrai soin, je l'ai reçu de Prudence, de Sibylle, de mes vieux amis qui me voient comme une personne, pas comme un portefeuille ou un fardeau. » À ce moment-là, Axel s'est approché de nous. Il avait l'air confus et un peu effrayé. « Mamie, » a-t-il commencé avec incertitude, « je ne savais pas que tu avais gagné au loto. Félicitations. » J'ai regardé mon petit-fils, remarquant son faux sourire et ses mouvements nerveux. Il essayait clairement de rattraper son comportement précédent, espérant obtenir une partie de mon argent. « Merci, Axel, » ai-je répondu froidement. « Mais comme tu peux le voir, l'argent a déjà été investi. »« Oui, bien sûr, » a-t-il hoché la tête. « C'est une excellente idée. En fait, j'ai toujours été intéressé par la thérapie animale. Peut-être que je pourrais aider ici, d'une manière ou d'une autre. Faire du bénévolat ou... » « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » l'ai-je interrompu. « Compte tenu de ta personnalité, tu te souviens de notre dernière conversation. » Axel a rougi et a baissé les yeux. « Écoutez, » a tenté de prendre le contrôle de la situation Gérard. « Ne faisons pas de scène en public. On peut discuter de ça à la maison, en famille. »« Oh, nous ne sommes plus en public, » ai-je fait remarquer en hochant la tête sur le côté. « Nous sommes dans mon bureau. Et nous avons une autre conversation à avoir, à propos de mon Nouveau Testament. » Je les ai conduits dans un petit bureau à l'arrière du centre, où Jean-Louis nous attendait avec un dossier de documents. Odile et Gérard avaient l'air tendus. Axel, confus. Sibylle s'est glissée derrière nous,
fermant la porte derrière elle. Maître Fournier a hoché la tête Odile en direction de Jean-Louis, le reconnaissant clairement. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« J'assiste votre mère pour des questions juridiques, » a répondu Jean-Louis d'un ton formel. « Et je serais heureux de vous expliquer les nouvelles conditions de son testament. »« Nouvelles conditions ?» a répété Gérard. « Quelles nouvelles conditions ?» Jean-Louis a ouvert le dossier et a commencé à expliquer d'un ton sec et professionnel. Madame Leclerc a apporté des modifications significatives à son testament. La maison et la plupart de ses biens sont désormais légués à une fondation caritative qui aide les femmes victimes de violences domestiques. La fondation utilisera la maison comme refuge et centre de réhabilitation. Le fonds sera géré par un conseil d'administration, qui comprendra Prudence Leclerc, et à sa majorité, Sybille Dubois. Odile a pâli encore plus, et Gérard a serré les poings. « C'est une sorte de blague », a-t-il sifflé. « Tu nous déshérites au profit d'une fondation, et tu mets mon ex-femme à sa tête. »« Pas entièrement, ai-je précisé. Toi et Odile recevrez chacun 50 000 €. Ce n'est pas une grosse somme, mais c'est juste, compte tenu de la façon dont vous m'avez traité au fil des ans. Nous contesterons ce testament, » a déclaré Odile, retrouvant sa voix. « Tu n'étais clairement pas saine d'esprit quand tu l'as écrit. »« Je crains que ce ne soit difficile, » est intervenu Jean-Louis. « Le testament est juridiquement solide. Nous avons des rapports médicaux confirmant la pleine capacité juridique de Madame Leclerc, des déclarations de témoins certifiées et un enregistrement vidéo de la signature. De plus, compte tenu de l'expérience professionnelle de votre mère en tant qu'avocate, le tribunal sera particulièrement sensible à toute tentative de contester ses volontés. » Mais c'est... Gérard ne trouvait pas ses mots. « Injuste, ai-je terminé pour lui. La vie est souvent injuste, Gérard. Demande à ton fils. » Axel, qui était resté silencieux jusqu'alors, a soudain explosé. « Alors c'est une vengeance parce que je t'ai accidentellement bousculé ? Tu déshérites toute la famille à cause d'une erreur ? » Pas à cause d'une erreur, Axel, j'ai secoué la tête. À cause d'années de mauvais traitements. À cause de la façon dont ton père et ta tante ont prévu de disposer de ma maison sans même me demander mon avis. À cause de la façon dont tu as exigé de l'argent pour une voiture, pensant que je te le devais. À cause de la façon dont vous m'avez tous vu comme rien de plus qu'une nuisance ou une source d'héritage. » Un lourd silence a pesé dans la pièce. Personne ne savait quoi dire. « Et maintenant ?» a finalement demandé Odile. « Tu nourrais juste de ta vie. »« Non, » ai-je soupiré. « Vous êtes mes enfants, et je vous aimerai toujours. Mais je ne vous permettrai plus de me traiter comme un fardeau. Je reste dans ma maison, je continue à m'impliquer activement dans le travail de ce centre, et je vivrai ma vie comme je l'entends. Si vous voulez faire partie de cette vie, en tant qu'égaux, avec respect, je serai heureuse. Sinon, eh bien, c'est votre choix. » Gérard a été le premier à se lever. « Allons-y, Axel. Il n'y a plus rien pour nous ici. » Odile l'a suivi, mais s'est retournée à la porte. « Tu le regretteras, maman. Quand tu seras toute seule. »« Je ne suis pas seule, » ai-je répondu calmement. « J'ai des gens qui m'apprécient pour ce que je suis. Une vraie famille n'est pas nécessairement celle qui est liée par le sang. » Quand ils sont partis, seuls Jean-Louis, Sybille et moi sommes restés dans la pièce. Ma petite fille s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras. « Tu as été magnifique, mamie, » a-t-elle murmuré. « Il le méritait. » J'espère que tu comprends que ta relation avec tes parents pourrait devenir plus compliquée maintenant, a remarqué Jean-Louis en se tournant vers Sybille. Je survivrai, a-t-elle haussé les épaules. Après tout, il ne me reste qu'1 an avant ma majorité. Ensuite, je pourrai décider par moi-même où et avec qui je veux vivre. Nous sommes retournés dans le hall principal, où la fête d'inauguration battait son plein. Prudence, remarquant notre retour, s'est approchée avec un air inquiet. Tout va bien. J'ai vu Gérard et Odile partir. Ils avaient l'air contrariés. Tout va bien, l'ai-je assuré. Juste des affaires de famille. Ne t'inquiète pas pour ça. Dis-moi, comment vont les inscriptions au cours? Son visage s'est illuminé. Incroyablement bien. Nous avons déjà 15 inscriptions pour des séances individuelles et 3 groupes pour les seniors. Beaucoup de gens disent que la ville avait besoin d'un centre comme celui-ci depuis longtemps. Tu vois, ai-je souri. Je t'avais dit que c'était une bonne idée. Le reste de la journée s'est déroulé dans une agréable agitation. Les gens allaient et venaient,
admirant le centre, interagissant avec les chiens et posant des questions sur les programmes. Des journalistes du journal local ont pris plusieurs photos et ont interviewé Prudence. Le soir, nous étions tous épuisés mais heureux. Et maintenant ? A demandé Prudence alors que nous fermions le centre. Après tout ce qui s'est passé avec ta famille. Maintenant, on avance, ai-je haussé les épaules. On travaille. On aide les gens. On profite de la vie. Et Gérard et Odile. L'avenir nous le dira, ai-je soupiré. Peut-être qu'ils repenseront leur attitude. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ce que je devais faire. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe non timbrée dans ma boîte aux lettres. Quelqu'un l'avait déposée personnellement. À l'intérieur, une courte lettre écrite d'une écriture tremblante. Mamie, je veux m'excuser de t'avoir poussée. C'était mal. Je ne pensais pas que c'était si grave, j'étais juste en colère. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Axel. J'ai relu la lettre plusieurs fois, essayant de déterminer si elle était sincère ou juste une autre tentative de manipulation. Cela n'avait plus d'importance maintenant. J'ai posé la lettre sur la table, décidant de ne pas répondre, du moins pas tout de suite. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps, repassant les événements de la journée dans ma tête. Je ne ressentais ni triomphe ni joie maligne, seulement une satisfaction tranquille que justice avait été rendue, et un soulagement, comme si un poids que j'avais porté pendant des années était enfin tombé de mes épaules. J'ai gagné au loto le jour de mes 78 ans. Mais le vrai billet gagnant n'était pas ce bout de papier avec des numéros dessus. C'était ma détermination à reprendre le contrôle de ma vie, à rejeter le rôle de vieille femme impuissante qu'on m'avait imposé, à trouver une nouvelle famille. Non pas par le sang, mais par l'esprit. En fin de compte, peu importe l'âge que vous avez. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vivez chaque jour. Et j'allais vivre le reste de mes années à mes propres conditions, avec dignité, un but, et une vraie famille à mes côtés.